Merci à toutes et à tous d'être venus un mardi soir dans une atmosphère un peu complexe. Donc, je suis effectivement touché qu'il y ait tant de public. Alors, je me souviens être venu faire une conférence il y a maintenant peut-être 4 ou 5 ans, c'était à propos du petit déjeuner. Alors, je me suis dit, il y aura peut-être des gens, enfin, il y en a moins une, euh, donc qui avaient assisté aux deux. Donc, j'ai mis un petit clin d'œil au cours de ma petite histoire pour rappeler un petit peu ce lien avec ce précédent passage dans une ville, évidemment, au nom éminemment géographique, puisque c'est la seule ville de France qui s'appelle par un point cardinal, et qui a évidemment une histoire éminemment géohistorique avec la Compagnie française des Indes orientales. Voilà. Alors, donc, la commande était de parler à propos de l'Atlas historique de la Terre. Je vais partir puisque je parle sous le regard d'une libraire, d'un petit constat de vente de librairie. Quand j'ai voulu cet atlas, puisque les deux précédents, celui le mondial et celui sur la France, avaient bien marché, donc on me faisait a priori confiance, et je l'ai voulu, sachant que pour moi, c'était pas évident que ça marche. Et l'éditeur, le patron des éditions des Arènes, m'a rassuré en me disant non, je vois toutes les planches qui sont déjà passées, c'est un vrai rêve d'enfant. Et j'ai réalisé que ça devait être ça, qu'effectivement j'avais une encyclopédie sur laquelle j'avais beaucoup rêvé, mais qui datait des années 50, parce que je suis septuagénaire, et donc que j'avais sans doute voulu retrouver cette encyclopédie que j'avais perdue, sauf qu'évidemment je l'ai actualisée dans un contexte actuel qui est un rapport des sociétés et de la planète qui n'est plus du tout celui des 30 Glorieuses, dans lequel je lisais ma première encyclopédie. Donc, je crois que c'est cet élément-là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la géographie physique comme on pouvait le faire autrefois, mais il s'agit bien, vous voyez, c'est le titre qui pour moi était le titre complet, mais qu'on ne pouvait pas totalement mettre sur la couverture, qui était l'usage que les sociétés, que les humains font de leur planète. Voilà, donc c'était vraiment dans cette perspective. Et si j'en ai proposé une brève histoire, c'est parce que je suis en train, enfin je serai surtout en train, dès que la semaine prochaine j'aurai terminé mes tournées de librairie et de présentation, pour un bouquin qui devrait paraître à la rentrée, qui est une brève histoire du monde, à partir de l'Atlas mondial et de l'Atlas de la Terre, qui est une sorte, un guide de lecture, si vous voulez, ou un gigantesque commentaire de cartes qu'il faut que j'achève de rédiger. Alors, un Atlas de la Terre, ça s'est d'ailleurs, c'est pour ça que je disais que c'était sous le regard de la libraire, ça s'est traduit par des ventes qui ont bien démarré au moment des festivals de géographie et d'histoire, les rendez-vous de Blois en particulier, parce qu'il y a un public captif, parce que les précédents avaient marché. Et puis ensuite, ça s'est tassé. Et moi, j'étais horriblement inquiet, heureusement pas l'éditeur. Et effectivement, à partir de la fin octobre, et alors ça a explosé au mois de novembre, et on a fait mieux que le mondial. Il se vend particulièrement bien, et les traductions aussi se multiplient. Donc, je crois qu'il correspond à un besoin, celui vraiment d'une histoire planétaire et pas simplement d'une histoire mondiale, d'une histoire de notre rapport, et que de ce point de vue-là, l'éditeur avait raison de m'encourager. Il s'agit du rapport aux humains, même si tout au début, j'ai voulu une toute première partie, je vais vous dispenser du plan, hein, ça serait un peu casse-pied, mais une toute première partie, c'est pas la première image, c'est la deuxième. La première, c'est le Big Bang, c'est-à-dire en fait, en réalité, celle qui est tout au bout. Mais la deuxième image, c'est, pour une raison mystérieuse, les astronomes appellent ça une chaussette, c'est-à-dire cet emboîtement d'images qui sont du temps. C'est-à-dire que chacun des éléments correspond à une période, c'est bien de l'histoire, mais c'est de l'histoire de l'univers. Alors, je l'ai en fait beaucoup écourté, parce que je voulais le développer un petit peu plus, parce que ça fait rêver, hein, de même l'histoire même de la planète. Mais par exemple, je voulais une double page sur la Lune avec ses deux faces. Mais finalement, le quatrième atlas sera un atlas historique du ciel. Donc, et je vous assure que il y a de quoi faire. Le ciel a une sacrée histoire, et les hommes regardant le ciel aussi.
Donc, cet aspect est finalement très peu de choses, puisque là, le rapport aux humains, à part en tant qu'observateur, puisque vous avez Hubble, qui est, ça c'est l'observateur Planck d'ailleurs plutôt, qui est tout au bout, qui a fait ces images qui sont présentes. Donc, la partie de ce qu'on aurait pu autrefois envisager comme de la géographie physique est extrêmement restreinte et je ne vais pas vous embêter avec ça, simplement pour vous signaler qu'il y a quelques exemples qui correspondent à des problèmes environnementaux qu'on a, mais qui nécessitent d'être compris dans une logique naturaliste. Je vous donne un exemple, c'est El Niño. Régulièrement, et déjà quand j'étais enseignant, des tas de gens me disaient mais on n'y comprend rien. Et cette histoire du Niño, de la Niña, de l'inversion, de phénomènes d'inversion. Donc heureusement, j'avais un bon spécialiste sous la main qui est malheureusement décédé avant la fin de la sortie de l'Atlas, pour expliquer cet élément-là. Je ne vais pas vous faire un topo sur El Niño, hein, c'est pas notre objet, ça nécessiterait un peu de temps. Même remarque sur des éléments historiques qui interviennent avec qui sont des événements pour les humains. Par exemple, ici, des éruptions volcaniques. Donc vous avez dans celle en bas à gauche, là, c'est Herculanum et Pompéi, hein, l'éruption de 79. Mais vous en avez eu une précédente dans la même baie de Naples. Et puis, il y a bien sûr Santorin, hein, que vous avez en haut à gauche, et d'autres éléments, la montagne Pelée en particulier. Enfin, et j'en reste presque là avant d'introduire les hommes dans l'image suivante. Il y a un certain nombre d'éléments, et puisque je vais parler plus tard de quelque chose qui pour moi est important, qui est la zonation du monde, c'est-à-dire les grandes bandes de climat chaud, de climat sec, de climat tempéré, de climat froid, et l'organisation que ça entraîne dans un monde mondialisé, est évident qu'il fallait rappeler ces choses très élémentaires qui rappellent la très très vieille géographie physique d'autrefois où on commençait par faire tourner une lumière, une boule autour d'une lumière. Donc les humains sont d'abord une réalité biologique, c'est-à-dire un phénomène animal. Donc vous avez la famille humaine ici, et c'est la famille au présent. C'est-à-dire il n'y a pas par exemple toutes les versions, on ne va pas les voir ce soir, mais elles sont dans l'Atlas, les versions des Homo et puis des Australopithèques auparavant, tout l'aspect de la genèse. Mais là vous avez le cousinage des différents humains. Donc vous avez l'embranchement des primates, puis tout au bout, à droite, vous voyez un humain. Remarquez, mais je vais vous le zoomer, comme ça vous le remarquerez mieux, que cet humain dans toutes les figures où il y a un petit humain qui se présente, c'est une humaine. Il n'y a pas de raison, hein, d'ailleurs, que ça ne soit pas une humaine. Alors là aussi, c'est certainement lié à l'ère du temps, mais ça semblait tout à fait logique de mettre l'autre moitié habituelle de l'humanité. Alors, le problème est de le confronter, et vous allez voir qu'on rentre très vite dans le vif du sujet, de le confronter au milieu environnant, donc ce qu'on appelait autrefois des écosystèmes. Le terme est réservé plutôt à des espèces, des systèmes plus restreints, mais on appelle ça les bio maintenant, ça c'est les biologistes, mais peu importe. Mais vous avez ce qui serait la Terre s'il n'y avait pas les humains. C'est donc la dernière image que vous voyez d'une Terre reconstituée théoriquement s'il n'y avait pas eu un phénomène d'anthropisation, c'est-à-dire de transformation, et depuis très très longtemps, hein, depuis au moins 400 000 ans, des milieux par une espèce parmi d'autres. Toute espèce, pensez aux castors par exemple qui font des barrages, hein, toute espèce transforme son milieu pour l'adapter, mais les humains l'ont particulièrement fait. Alors ça suppose malgré tout une petite réflexion sur le faible poids, et là c'est un petit graphique qui peut vous sembler compliqué. Le rectangle du haut, c'est la répartition des différents êtres vivants, des différents membres de la planète vivante, qui est la seule planète sur laquelle la vie existe, hein, qui est la Terre. On n'en connaît pas d'autres. Il y en a peut-être d'autres, il y en a probablement d'autres, mais la vie sous cette forme que l'on connaît, c'est le seul endroit, et qui est mesuré dans un mot que je reprononcerai tout à l'heure, qui est le mot carbone. Donc c'est en poids de carbone, vous avez les différentes parties, et remarquez que dans le rectangle du haut, toute la moitié, les 4/5 à peu près du volume total en carbone du vivant, ce sont les plantes. Donc le vivant, c'est d'abord la flore, bien avant d'être la faune. Et puis si vous regardez le 5e qui reste, qui est la colonne de droite, la faune, c'est d'abord et avant tout des tout petits êtres, à commencer par des bactéries, mais vous avez aussi des archées, des protides, enfin, vous avez d'autres éléments, c'est-à-dire que les 9/10 de la partie qui est
d'ailleurs en fait ni plante, ni animal, c'est des éléments de plus élémentaires, les virus étant compris, vous voyez, qui vous forment toute la colonne. Mais c'est tout en bas, là, vous avez un petit carré rose, vous voyez, je vous l'entoure, qui correspond aux animaux, dont les humains. Donc, vous voyez, au total, déjà, par rapport à l'ensemble du vivant, on n'en est qu'une toute petite fraction. Et si vous prenez la partie du bas, le rectangle du bas, qui est un zoom de ce petit carré, c'est-à-dire qui représente l'ensemble des animaux, vous voyez que le gros morceau, ce qui est en orange, ça veut dire en gros les insectes, l'arthropode, vous avez l'arachnide, etc. Et puis, vous avez des mollusques, des poissons. Les poissons repartent la partie inférieure, ça fait quand même beaucoup de carbone au total. Et vous retrouvez notre humaine, si j'ose dire, et puis tout ce qui est en dessous de l'humaine, ce sont les animaux. Et chose intéressante, vous voyez que si vous prenez la partie rose intermédiaire, je vous l'entoure, vous verrez mieux, là ce sont les animaux qu'on pourrait appeler sauvages. Et toute la partie inférieure, ce sont les animaux domestiques. Donc vous voyez, si vous enlevez les hommes, enfin les humains et les animaux domestiques, il reste plus grand-chose pour les animaux, hors les animaux qu'on appelait supérieurs autrefois, en tout cas hors insectes ou poissons. Donc les animaux terrestres et qui ne sont pas des insectes. Il ne reste plus grand-chose. Donc vous voyez, au total, c'est déjà une marque de notre empreinte que l'on va avoir l'occasion de voir. Alors je vais passer par un petit détour qui nous permettra en même temps de nous intéresser au tout début de l'humanité. C'est-à-dire se réfléchir à le propre de l'homme. Si je vous dis le propre de l'homme, ce n'est pas pour vous proposer un sujet de philo de terminale, qui est rarement traité par le géographe, mais parce qu'il y a une particularité qui est éminemment géographique et qui est propre de l'homme, qui est l'ubiquité. C'est-à-dire que des humains, vous en avez partout. C'est une espèce vivante qui a cette particularité unique de pouvoir être dans tous les milieux. Alors presque. Alors d'abord, je vais le donner un élément, d'abord pour une raison très simple, c'est que c'est une espèce extrêmement mobile. Là, j'ai pris, à l'inverse de ma petite humaine de tout à l'heure, une représentation très très ancienne qui n'est pas dans l'Atlas cette fois-ci. Donc, je ne vais pas gloser sur le modèle évolutionniste sous-jacent, mais simplement pour vous dire que des humains, il peut y en avoir. Nous ne sommes pas du tout, nous ne sommes peut-être pas des grands migrateurs. Il y a des saumons ou des hirondelles qui peuvent parcourir des distances beaucoup plus considérables, ou des oies sauvages, mais que malgré tout, en marchant bien, à un rythme régulier, on pourrait faire le tour de la Terre en moins de 5 ans. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une route de 40 000 km qui fasse le tour de la Terre. Mais enfin, à supposer que, vous voyez, la possibilité de migrer n'est pas un problème, c'est déjà un élément essentiel, qui est très bête, qui est une capacité physique des humains. Alors, remarquez que ça va nous donner, et là on retombe sur des cartes de l'Atlas, une particularité qui permet de distinguer, indépendamment des éléments physiologiques, qui sont ce que les anthropologues physiciens les origines de l'homme vont analyser, qui sont d'habitude des caractères sur le pied. Est-ce qu'encore une main ou est-ce déjà un pied? Donc le genou, la hanche, la forme des hanches, tout ce qu'on fait en anthropologie physique pour déterminer ce qu'est l'humain, ce qui va déterminer la taille du crâne, la forme du crâne, etc. Est-ce tout à fait un homme? Donc les australopithèques, dont la fameuse Lucie par exemple, est-ce ou pas des humains? C'est des pré-humains, des proto-humains, mais ce n'est pas encore des humains. Alors voilà, je les mets sur à la fois la légende et puis sur cette espèce de généalogie. Et si je les localise sur la carte, vous voyez, ils sont très précisément dans des régions qui présentent des caractères, des biomes, si vous voulez, qui présentent des caractères environnementaux similaires. C'est-à-dire des régions chaudes, plus ou moins arborées, correspondant très largement d'ailleurs à des zones de répartition de leurs cousins chimpanzés ou gorilles actuels, et qui seraient aussi en Afrique occidentale. Et donc là, vous avez des régions qui aujourd'hui peuvent être sèches, où il y a Abel ou Toumaï, donc au Tchad. Vous avez là des régions aujourd'hui arides, mais ce qui n'était pas forcément le cas au moment où ont vécu ces êtres vivants, qui ne sont pas forcément directement nos ancêtres. Donc voilà une répartition qui est finalement d'une grande banalité, c'est-à-dire une espèce vivante,
totalement dépendante dans sa localisation de son milieu environnemental, qui n'en sort pas de son milieu, qui ne peut pas en sortir, ou s'il en sort, ne peut pas survivre. Inversement, si vous prenez la suite, c'est-à-dire ce qui s'appelle Homo. Alors, Homo ancien, Homo erectus pour l'essentiel, Ergaster, etc. Il y en a quelques autres, mais enfin c'est d'abord Erectus. Et puis Homo, l'homme récent, ou qu'on appelle parfois l'homme moderne, qui comprend avant tout Sapiens, mais aussi Néandertal. Enfin bref, un certain nombre avec lequel, je ne vais pas revenir là-dessus, on s'est métissé d'ailleurs. Donc Néandertal et Denisoviens, les Denisoviens également, et probablement d'autres dont on perçoit les héritages génétiques sans connaître forcément des traces archéologiques. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, si vous voulez, on les voit les situer dans l'ordre, eh ben, si je les situe sur la carte, ils se situent, j'oserais presque dire, partout. Alors, pas tout à fait partout, puisque vous voyez qu'il n'y en a pas dans le Grand Nord de traces archéologiques. L'extrême nord serait justement les restes de Denisoviens en Sibérie, mais évidemment pour des raisons là d'un environnement contraignant, car l'essentiel de ces sites archéologiques, en particulier de ceux de Sapiens, correspondent à des périodes glaciaires. Donc le nord de l'Eurasie était à ce moment-là occupé par un contexte qui favorisait assez peu la diffusion. Donc là, on a bien un être vivant, des hommes dits modernes, qui se trouvent dans des milieux certes chauds, humides, secs, mais aussi tempérés, froids, secs, pluvieux. Vous avez toute une gamme possible. Donc là, vous avez cette particularité humaine d'être géographiquement, et évidemment pour le géographe c'est important, d'être géographiquement réparti partout et d'avoir la possibilité d'être partout. Et d'ailleurs, on va le voir, se contentant pas de cette répartition géographique pour Sapiens. Pour cela, eh bien, justement, les humains ont une particularité qu'ont éventuellement certains autres êtres vivants, végétaux ou animaux, mais développée d'une manière considérable, qui est de pouvoir aménager son propre environnement et se fabriquer son micro-milieu. Alors, le premier élément qui est certainement essentiel, c'est celui-là, c'est le feu, au moins 400 000 ans. Au moins, c'est-à-dire qu'on est sûr, on a des traces de domestication, comme on dit, du feu, c'est-à-dire d'être capable pas forcément de le produire, mais en tout cas de le reproduire et d'être capable de l'utiliser, en particulier pour brûler une partie de l'environnement, ce qui permet de chasser, qui permet de transformer aussi le paysage végétal pour l'adapter à un certain nombre de besoins, éventuellement de chasse. Donc là, on a une première et très profonde transformation de la planète qui est faite par des humains dont on n'a pas d'équivalent, puisque c'est le seul être vivant, le seul animal capable de maîtriser le feu. À cela, il y a deux autres créations de micro-milieux qui sont essentielles. Alors, pour certains qui étaient là, j'ai évoqué tout à l'heure le rôle du tissage. J'aime beaucoup montrer cet objet qui me semble une sorte de témoignage géohistorique essentiel. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une aiguille à chat. Une aiguille à coudre, si vous préférez. Elle a 20 000 ans. Alors celle-ci a 20 000 ans parce qu'elle est en corne. Il est très probable qu'il y en avait de beaucoup plus anciennes, en bois, en des épines avec un trou, par exemple, qui ont totalement disparu, évidemment, qui n'ont pas pu nous arriver. Mais sans cette aiguille pour coudre, impossible de faire des vêtements ajustés. Et sans vêtements ajustés, si on n'a que des vêtements drapés, alors il n'y avait pas de tissage, il y avait de la couture, mais pas du tissage. Donc ce que l'on cousait, c'était des peaux. Et donc sans vêtements ajustés, impossible de passer dans des régions froides, ce qui va avoir des conséquences de peuplement de la Terre absolument essentielles, telles qu'on va le voir dans un instant. En tout cas, on a un témoignage qui, lui, est beaucoup plus récent, puisqu'il n'a que 5000 ans, mais il nous donne un bon exemple, parce que lui, on a conservé toute sa vêture. Vous connaissez sans doute Ötzi, on l'appelle parfois Hibernatus, ce type qui se baladait dans un glacier à la frontière de l'Autriche et de l'Italie. Enfin, il ne savait pas que c'était l'Autriche et l'Italie à l'époque. Et qui est tombé, enfin, apparemment on l'a aidé vu les pointes de flèches qu'il avait dans le dos, mais enfin, il était tombé dans une crevasse, ce qui a pour nous été formidable, puisqu'on a eu un surgelé archéologique, ce qui n'est pas si courant que ça, avec non seulement
tout son équipement, ses armes, ses médicaments. Enfin, c'était absolument extraordinaire tout ce qu'il avait. Mais c'est pas mon objet ici. Mais surtout ses vêtements, 5 types de fourrures différents, des coutures complexes, et puis aussi des vêtements en végétaux. Là, il avait une chemise sous son manteau. Mais en tout cas, tout cela était strictement impensable sans couture. Donc vous avez là quelque chose qui va permettre, lui c'était de se promener à 3000 mètres d'altitude sur un glacier, un petit peu moins, donc il faisait bien froid, mais ça a permis entre autres de passer le détroit de Bering à cet élément, donc sans vêtements ajustés, pas de peuplement de l'Amérique. Ah, sympa. Dernier élément étant le bâtiment, la construction des maisons, mais je ne vais pas développer. D'où cette question, vous avez le feu sous les yeux, encore, cette question qui est une des pages d'histoire des sciences, c'est la dernière page d'histoire des sciences de l'Atlas, je vais inventer ce truc-là, qui est de se demander depuis quand cette transformation est-elle manifeste. Alors ça a pris un nom, remarquez que j'ai bien pris grand soin de ne pas appeler l'Atlas Atlas de l'Anthropocène. Il en existe beaucoup, de très bons d'ailleurs, celui de Sciences Po est très bien, mais il s'agit toujours d'Atlas de la crise contemporaine. Donc on se demande depuis quand l'Anthropocène, puisque c'est un nom de chronologie, c'est un terme de périodisation géologique. Donc pour les géologues, c'est une question sérieuse de savoir où on met, alors c'est une formule que je ne peux pas ne pas citer, elle est très jolie, ce qu'on appelle le clou d'or. Le clou d'or, c'est le site géologique où il y a le témoignage, qui normalement est un fossile, et qui peut aussi être une trace de pollution, où il y a le témoignage incontestable d'un changement d'époque. Donc, c'est toujours pas fixé, c'est en débat, et ça devrait l'être peut-être rapidement, de savoir quel va être le site. Il y en a une dizaine qui sont en concurrence. Mais le problème, c'est donc à quand remonte-t-on? Et ici, j'avais juste fait une chronologie qui n'était pas d'étapes, qui était simplement des moments proposés. Vous voyez, et au tout premier, ça commence avec Sapiens, donc je ne sais pas remonter plus loin, mais on aurait pu remonter à Erectus avec le feu. Là, on a un élément et dont on a éventuellement des traces, mais pour les géologues, c'est quand même un peu bizarre. Ce serait dans les glaces de l'Antarctique, ce qui n'est pas exactement une roche. Donc, ce n'est pas tellement un témoignage géologique. Et puis, on va avoir plein d'autres. Finalement, ça sera certainement parmi les tout derniers, c'est-à-dire la révolution industrielle, en gros, pour aller vite. Voilà, bon, j'arrête sur cette question. C'est la seule fois dans l'Atlas où j'ai utilisé le mot Anthropocène. Vous avez donc une diffusion qui continue. On va la voir continuer encore plusieurs fois. Et là, on voit les flèches qui partent vers l'Australie, moins 60 000, vers l'Amérique, moins 30 000, pour prendre des dates qui font à peu près consensus, mais qui bougent, qui sont des éléments de discussion. Je peux les transformer en zoom, si vous voulez. Je cite toujours l'Atlas. Donc, vous avez là quelque chose qui, entre autres, montre une maîtrise du milieu qui est nouveau. C'est la navigation. Car pour aller en Australie il y a 60 000 ans, même si les terres émergées étaient beaucoup plus importantes, puisque vous voyez que l'Asie du Sud-Est, ce n'est pas simplement l'Indochine, Bornéo, Java, etc., sont dans la même presqu'île, ce qu'on appelle Sunda. Et vous avez l'Australie qui elle-même est reliée à la Nouvelle-Guinée et forme un même ensemble, ce qu'on appelle Saül. Donc les détroits entre les deux masses terrestres sont beaucoup plus restreintes et il y en a beaucoup moins à franchir qu'aujourd'hui. Mais évidemment, il y en a quand même. C'est-à-dire qu'il a fallu naviguer. Alors, quand j'ai le temps, je brode, je développe l'historiographie, on pourrait dire, de ce phénomène. Quant au XIXe siècle, on a bien fait le constat, je dirais presque, malgré nous, de la part des anthropologues du 19e, que les aborigènes australiens étaient bien des humains comme nous, des sapiens. Ce n'était pas gagné dans le racisme ambiant, dans le racisme scientifique, j'entends. Il a fallu trouver un moyen pour expliquer comment ils ont pu atteindre l'Australie. Et supposer que les ancêtres de ces... moins que rien, parce que l'image qu'on projetait sur les aborigènes était épouvantable, les ancêtres de ces aborigènes pouvaient avoir navigué, n'est pas venu du tout. Donc ils ont inventé des scénarios absolument farfelus. Or, ils ont tout simplement navigué sur des radeaux. Ce n'était pas des choses complexes, mais on a eu ce genre de choses. Et même remarque, pour l'Amérique, vous voyez, il y a d'ailleurs un trait le long du littoral. Vous avez très probablement maintenant des sites archéologiques qui nous montrent qu'il y a eu aussi un peuplement de l'Amérique par cabotage.
pas seulement par le passage par le détroit de Bering. Et on a d'autres traces de navigation très anciennes dans d'autres régions du monde. Voilà, donc des éléments de maîtrise, c'est pas de transformation bien sûr hein, de la mer, mais de maîtrise de milieux naturels qui sont évidemment liés à des artefacts que des sociétés ont développés. Donc, en gros, presque totalement, en dehors des îles perdues, au milieu des océans, vous avez un peuplement de sapiens, et seulement de sapiens, ce qui est évidemment important, d'avoir une seule espèce humaine, et non pas, même si elle a quelques héritages différents, mais de ne pas avoir ce que j'appelle souvent la planète des singes, c'est-à-dire, dans le roman de Pierre Boulle, vous avez plusieurs espèces de primates qui cohabitent, et les plus primitifs étant les humains, donc en inversant, ce qui permet toute une dystopie intéressante. Mais je me renvoie au roman, hein, pas au film d'hiver. Mais vous avez la réalité, pour nous, c'est qu'il n'y a pas plusieurs espèces humaines présentes, et une seule, ce qui est une particularité qui aurait pu être tout à fait différente hein, dans la réalité. Deuxième, et là c'est juste une petite remarque divergente que je ne vais pas développer, mais que j'illustre par une carte des langues, c'est-à-dire le fait qu'en se diffusant sur toute la surface de la Terre grâce à cette ubiquité, qui n'est pas un don d'ubiquité, qui est un construit social, bien sûr. Donc, grâce à son ubiquité, les humains se sont dispersés et, tant qu'ils étaient peu nombreux, se sont tellement étirés qu'ils se sont fractionnés, séparés les uns des autres. Ce qui aboutit chaque fois à des dynamiques sociales différentes et divergentes, dont au moins une est facile à analyser, c'est celle du fractionnement, de la multiplication des idiomes, qui sont en même temps la base du fonctionnement de l'unité d'une société. Alors j'ai mis la carte au XVe siècle, parce que c'est probablement, dans l'histoire des langues, ce qu'on peut considérer comme le moment où il y a eu le plus de langues sur Terre, où la diversité, le fractionnement en sociétés différentes était la plus importante. Depuis, ça n'a cessé de régresser, et les langues de disparaître. Mais plus les humains se dispersaient, par exemple en Amérique, plus ils étaient séparés les uns des autres, ou avec des communications très très faibles, plus il se produisait ce qui s'est produit avec le latin et pratiquement toute autre langue, une démultiplication en famille, bien sûr, avec des parentés, mais de langues de types différents. Par exemple, entre le nord et le sud de l'Amérique, on a des familles linguistiques amérindiennes assez différentes. Voilà, donc je ne vais pas développer ça, mais c'est quelque chose d'important qui est lié à l'étendue de l'emprise humaine sur Terre, qui aboutit à ce fait qu'il y a une seule espèce, une seule humanité, parce que la diffusion est particulièrement récente, quelques 200 000 ans à peu près, Sapiens. Hein. Sapiens, c'est 300 000 ans, mais la diffusion, c'est à peu près 100 000 ans. Et d'autre part, une multiplication, un pluriel de sociétés. J'aime bien appeler ça un singulier pluriel, où vous avez justement une grande diversité de sociétés sur Terre, alors que les différences, y compris sociales, entre d'autres groupes de vivants, d'autres groupes d'animaux, éventuellement d'ailleurs de végétaux, aboutissent à des différences bien moindres que celles qu'il y a entre les sociétés des humains. Alors, inversement, un paramètre à ne jamais oublier, vous allez avoir deux autres piqûres de rappel ensuite, c'est de ne pas oublier que jusque-là, alors ce jusque-là, nous sommes à peu près aux environs de 20 000 ans, à peu près au milieu du graphique, vous voyez, on aboutit à 1 million d'humains sur Terre. Évidemment, c'est une estimation très vague, très à la louche, mais vous avez là quelque chose qui montre que, bien sûr, je vous parle du feu, je vous parle d'éléments qui peuvent transformer, mais tout ça joue sur un nombre d'acteurs extrêmement dérisoire. 1 million, et nous sommes 8 milliards. Hein. C'est bien, j'ai pu écrire 8 milliards dans l'Atlas parce que ça s'est produit juste au moment où il allait être publié, donc je pouvais prendre le risque. Donc, vous avez là quelque chose, et on voit bien sûr les moments d'accélération. Je vous rappelle que, enfin, si vous ne le voyez pas de loin, l'échelle est logarithmique, hein, c'est-à-dire que le premier pas c'est 1 million, le deuxième c'est 10, le troisième c'est 100, et on aboutit à 10 milliards, on s'en approche. Je ne sais pas si on y arrivera, ce n'est pas tout à fait sûr. Point important, justement, là, cette fois-ci, ce n'est pas l'acteur humain qui est à l'initiative au départ, c'est non pas l'acteur Terre, la Terre n'est pas un acteur, bien sûr, il n'y a aucune intentionnalité, mais c'est un changement qui est le passage d'une période glaciaire, la dernière, pour le moment, à une période interglaciaire. Donc de l'Éocène à l'Holocène, hein, la période actuelle,
auquel succéderait l'Anthropocène, si le terme est adopté. Donc l'Éocène, ça désigne la période de réchauffement, qui est la période actuelle. Bon, c'est vrai que c'est plus spectaculaire, mais je ne vais pas gloser sur les variations du Sahara, qui sont tout à fait intéressantes, où il y a des variations de milieu. Il ne faut pas oublier que le Sahara n'a pas toujours été sec et qu'il a pu être, alors attention, ça n'a jamais été la Bretagne, mais il a pu être une savane pour une bonne partie des gens, et nous avons des tas de grappures rupestres, j'espère qu'il y en a parmi vous qui les ont vus, peintures rupestres, ça devient maintenant dans des régions infréquentables, qui nous montrent des ailes, d'abord des chasseurs de bœufs, enfin d'aurochs, au départ, et puis ensuite des éleveurs de bœufs, ce qu'on appelle la période bovidienne, qui est vers moins 3000 à peu près, au moment où ça commence à se désertifier. Alors, je vous mets la situation en l'entrée dans l'Holocène, là, en Europe. Là aussi, vous avez une relation entre les sociétés et le milieu qui est tout à fait intéressante, parce que si vous pensez à quelqu'un qui a beaucoup vécu en période froide, qui est monsieur ou madame d'ailleurs, enfin, le crâne qu'on a, c'est un monsieur, mais Cro-Magnon, qui a donné son nom, qui est un sapiens, comme vous et moi, et Cro-Magnon, il vivait donc, comme vous le savez, quelque part dans le Quercy ou le Périgord, je ne sais plus ce que c'est le Périgord, il était en pleine période froide. Et il vivait pas mal du tout. Donc, puisqu'il y avait un certain nombre de sites, il y a pas mal de densité, enfin, il y avait une société qui était importante. Et vous voyez que, à peu près vers les Midlands anglaises ou les Pays-Bas, vous heurtiez un énorme glacier. Remarquez également, regardez bien la Bretagne, qu'il n'y avait pas du tout une presqu'île bretonne, puisque le littoral était bien au large de Quimper, et que le fleuve Manche, c'est ce qu'il faut l'appeler ainsi, le fleuve Manche, qui avait pour affluent le Rhin, la Tamise, la Seine, s'écoulait quelque part au large de Brest, et donc dans la mer d'Iroise, où on a son estuaire ancien. C'était il y a 10 000 ans. Ça s'est terminé à peu près à ce moment-là. Bon, dans ce contexte-là, lorsque la glace a fondu, que c'était moins 17 000 le maximum glaciaire, la glace s'est progressivement disparue. Il n'y a plus cet énorme inland sea, comme ce qu'il y a sur l'Antarctique aujourd'hui, qui était sur le nord de l'Europe, et vous avez eu progressivement une reconquête végétale. Alors, reconquête végétale qui est en soi intéressante, parce qu'il ne faut pas oublier que ça prend du temps. Quand on est dans la situation de maximum glaciaire que vous avez, où sont les ancêtres des chênes qui pouvaient être naturellement les forêts occupant la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien? Eh bien, ils étaient quelque part en Andalousie ou au Maghreb. Et il a fallu que les glands progressivement progressent vers le nord pour pouvoir devenir des forêts septentrionales. Ça a mis plusieurs millénaires. Entre-temps, il y a des plantes qui étaient beaucoup plus rapides, beaucoup plus mobiles, des graminées en particulier, ce qui fait que vous aviez une immense steppe, une prairie au sens américain du terme, qui était à la place de ce qui, vers moins 5000, est devenu une forêt. Donc vous aviez là de très grands pâturages naturels qui étaient évidemment occupés par des herbivores, lesquels évidemment intéressaient des carnivores, dont les humains. Et vous aviez une densité humaine vers entre moins 10 000 et moins 5 000 de chasseurs, je ne parle pas d'agriculteurs encore, et qui ont progressivement été eux-mêmes éliminés, je ne dirais pas chassés, mais ils ont été obligés de quitter ce territoire. Ça se voit très bien au point de vue de l'histoire des restes archéologiques, beaucoup plus nombreux vers moins 8 000 que vers moins 4 000, parce que c'est la forêt qui, à ce moment-là, a gagné. Pour un moment, parce que ensuite, ça sera les humains qui reprendront la main. Mais vous avez là toute une histoire du rapport homme-nature. Et dans cette période de grande chasse, on en a, là, c'est le célèbre site de Pincevent, pas loin de Paris. Vous avez vous voyez, c'est comme dans le cochon, dans le renne, tout est bon. On peut tout à fait avoir les usages pratiques, là, je ne vais pas détailler, mais qui nous donnent toute l'utilisation que l'on a. C'est un peu comme le bison dans les plaines de l'Amérique du Nord, pour exactement les mêmes raisons, dans des contextes assez semblables. Alors, c'est dans ce contexte de l'Holocène que se produit dans
plusieurs lieux du monde en même temps et indépendamment les uns des autres. C'est un élément clé. Au XIXe siècle, on pensait qu'il n'y avait qu'un seul endroit, puis que ça s'était diffusé à partir de là, qui est le fait qu'on a progressivement domestiqué des plantes et des animaux. Alors ça nécessite évidemment toute une sélection très très longue. Il ne faut pas oublier que c'est des millénaires pour transformer la théosine, qui est une sorte de petite graine, enfin de petit ensemble de graines gros comme le petit doigt, et même un doigt plus petit que mon petit doigt, en un épi de maïs. C'est-à-dire ce machin où des grains sont très solidement attachés, emballés en plus dans des feuilles, telles que absolument ça ne peut pas se semer. Évidemment, la plupart des végétaux domestiqués sont des impasses biologiques. C'est-à-dire que c'est des plantes qui ne peuvent pas exister naturellement. Elles ont besoin des humains. Ça fait qu'aujourd'hui, on aime bien écrire qu'elles ont domestiqué les humains pour leur servir. Bien sûr, encore plus les animaux. Alors, une chose importante, vous en avez en gros partout dans le monde. Plutôt dans des régions assez chaudes. Remarquez qu'il y a peu de domestication, sauf des domestications récentes, entre autres du cheval, dans les steppes. Donc vous avez ce qui est en rose en Asie centrale, vous avez la pomme, puis plus tard dans l'autre carte on fera les animaux, il y aura le cheval, mais vous avez très peu de domestication de régions, disons, à hiver froid marqué. Mais enfin, on a le nord de la Chine quand même au bout d'un certain temps. Mais dans l'ensemble, on est dans des régions relativement chaudes. Mais surtout, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'en gros, il y en a partout. Vous voyez que grâce à l'arbre à pain, vous en avez même en Polynésie. Alors c'est tardif, évidemment, la domestication polynésienne, parce qu'il fallait qu'il y ait des hommes, on va y revenir. Mais en tout cas, on en a plein en Amérique, et l'Amérique ne fait pas, fait jeu presque égal avec l'ancien monde. Si je prends les animaux, c'est totalement différent. Là, vous voyez que presque tout est concentré dans ce qu'on va appeler dans un instant l'axe de l'Ancien Monde, entre le Proche-Orient, la Chine, l'Inde du Nord. Il y en a pratiquement plus en Afrique. Et en Amérique, vous en avez un peu, mais enfin, ce n'est pas les plus stratégiques. Ce n'est pas la vache, ce n'est pas le mouton, ce n'est pas le cheval, ce n'est même pas l'âne, ce n'est pas le chameau, c'est le cobaye, le lama, tous animaux dont l'utilité est bien moindre. Donc vous avez là une dissymétrie qui historiquement va certainement jouer un rôle important, mais que je ne vais pas développer. Alors, dernière remarque, avec l'agriculture, le néolithique si vous préférez, les humains vont profondément transformer leur milieu. Alors, on a pris un exemple qui était l'archéologie de l'Amazonie, car on ne cesse de s'apercevoir combien avant le XVIe siècle, l'Amazonie était peuplée. Et donc, l'image de la grande forêt épaisse qui a peut-être existé, peut-être pas, d'ailleurs, elle n'a peut-être pas eu le temps de s'installer il y a 6 ou 7 000 ans, eh bien, en fait, elle a, dès le départ, été tout à fait transformée et adaptée par les humains qui avaient sélectionné les espèces qui les intéressaient, qui avaient pratiqué de l'agriculture, et qui, ensuite, parce que les humains ont largement disparu, on va y revenir, eh s'est transformée en forêt après le XVIe siècle. Et qu'au XIXe siècle, on avait cette énorme forêt qu'on est en train, ce qui n'est pas bien, bien sûr, de faire disparaître. Phénomène beaucoup plus général, nous habitons des forêts. Je veux dire par là qu'ici, s'il n'y avait pas d'humains, vous voyez, tout ce qui est vert et rose sur la carte, ce serait naturellement des forêts, d'épaisses forêts. Donc toute l'Europe, pratiquement. Forêt méditerranéenne, forêt septentrionale, certes, mais enfin, des forêts. Et Bretagne comprise. Mais effectivement, tout ce qui est en rose, c'est là où les forêts ont été coupées. Donc nous habitons, évidemment, dans des forêts qui n'existent plus. Mais une des raisons est très simple, c'est l'explosion démographique. Là, on arrive en 1000 avant notre ère. Vous voyez, on a dépassé les 100 millions. On était resté à 1 million tout à l'heure. On dépasse les 100 millions. Vous voyez, le multiplicateur, et 100 millions, c'est évidemment peu de choses aujourd'hui. Alors, une petite remarque sur l'aspect démographique. Là, je n'ai pas parlé des chasseuses-cueilleuses et agricultrices. C'est une chose sur laquelle les archéologues ont pas mal progressé dans ce domaine, c'est que les rythmes, en analysant les hanches, précisément des restes archéologiques de chasseurs-cueilleurs, chasseuses-cueilleuses en l'occurrence, et d'agricultrices, on s'aperçoit que la fréquence des accouchements est beaucoup plus grande pour les agricultrices. La sédentarité fait qu'elles peuvent accoucher tous les ans, et généralement y rester.
Et inversement, les chasseuses-cueilleuses le font beaucoup plus rarement, mais évidemment font beaucoup moins d'enfants. Donc vous avez là le mécanisme de base de cet effet des multiplicateurs qui mériterait évidemment des remarques sur la condition de la femme. Mais enfin, ce n'est pas le sujet. Dernières étapes de la diffusion, ça va être le peuplement des îles. Alors, je n'ai pas pris les toutes dernières îles du type La Réunion, mais simplement le Pacifique, car c'est la plus grande aventure de domestication de l'océan, cette fois-ci, par une population qui elle-même est originaire d'Asie, de Taïwan plus précisément, mais ce sont des Austronésiens, ce n'est pas du tout des Chinois, qui vont peupler en gros l'insule Inde. Là, on est en 2000 milles avant notre ère, puis la Micronésie et la Mélanésie avec des navigations à courte portée. Et puis, au début de notre ère, se produit un événement important de technique, de maîtrise de la navigation, qui est l'invention du navire de très haute mer, c'est-à-dire la pirogue à balancier. La grande pirogue à balancier qui va donner les catamarans. Ce n'est pas ici, ville de catamarans, mais c'est des ancêtres des grands catamarans de compétition. Donc, il y a d'ailleurs des grandes pirogues de compétition. Et vous avez là, au début de notre ère, le peuplement des îles. Alors, j'ai oublié, bien sûr, l'aventure vers Madagascar, qui fait partie de cet ensemble. Et puis, dans les îles de la Société. Et à partir de là, ce qu'on appelle le triangle polynésien, donc les Hawaï, l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande. Et on ne s'est pas contenté d'aller jusque-là, puisqu'on sait qu'ils ont été en Amérique, je ne vais pas développer ça. Le tout avec des cartes, parce que le géographe ne peut pas oublier, une cartographie très originale, très particulière, qui est une graphie marine, qui ne s'intéresse pas aux formes des terres, mais aux formes des courants, des vents, des étoiles. C'est ce que vous avez sur ces cartes qui permettent de naviguer. Sur la transformation que l'agriculture impose à la terre, j'en prendrai juste un exemple, qui est l'aménagement le plus radical que l'agriculture traditionnelle a fait, qui est la riziculture inondée. Donc vous avez là quelque chose d'extrêmement transformateur du rapport à la terre. En même temps, il y a aujourd'hui tout un courant, Scott est le représentant le plus connu, mais vous avez tout un courant de ce qu'on appelle l'anthropologie anarchiste, qui consiste à s'attaquer à l'État, mais aussi aux effets négatifs du néolithique. Alors, autant le néolithique était le progrès il y a encore 50 ans, autant aujourd'hui c'est la pire des choses qui nous soit arrivée. Avant, on était beaucoup plus heureux, vous voyez, on accouchait que de temps en temps, comme je disais, et puis on mangeait ce qu'on voulait dans un libre-service naturel, etc. Bon, le bon sauvage, c'est pas si nouveau que ça, on l'a simplement réinventé, mais aujourd'hui, en particulier, dire que la riziculture est le pire esclavage qu'on se soit imposé n'est certainement pas faux, parce qu'il faut vraiment énormément, pour réussir à faire les petites terrassettes qui sont caricaturées là sur la pente, il faut un travail colossal de tous les instants et on n'a certainement pas fait mieux pour s'astreindre à produire beaucoup de nourriture, mais à quel prix? Donc j'ai juste mis la riziculture. Le résultat, c'est que notre croissance démographique va beaucoup commenter. Là, on atteint la révolution industrielle, ça se termine en 1770, mon graphique, je ne montrerai pas la suite parce que la fin, je vais aller vite, c'est plus connu. Simplement, vous signaler deux choses. Là, on commence à avoir des chiffres plus précis. Remarquez ce creux. Alors, vous voyez, c'est le problème des cumulés, c'est-à-dire que ce qui est en jaune et orange, enfin les deux couches supérieures, ce sont l'Amérique, nord et sud. Vous voyez que ça ne bouge pas. Au XVe siècle, là en l'occurrence on est au XIVe, au XIVe siècle, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de diminution. La diminution du XIVe siècle, elle est due à ce qui se passe dans l'Ancien Monde, et en particulier en Asie, mais aussi en Europe, c'est la peste noire que vous avez sous les yeux. Et remarquez inversement ce qui se passe ici. Vous voyez qu'entre le XVIe et le XIXe siècle, XVIIIe, pardon, vous avez un amincissement à presque rien de l'Amérique. La population américaine a été éliminée à partir de l'arrivée des Européens en Amérique par les maladies de l'Ancien Monde. L'Ancien Monde, lui, concentrant l'essentiel de la population. Juste un instant, vous avez là la matrice de toute mondialisation, ce que j'aime bien appeler l'axe de l'Ancien Monde. Vous voyez que depuis au moins le premier millénaire avant notre ère, mais le roi Gourand voyait ça déjà dans le Paléolithique ancien, la circulation est particulièrement dense de la Méditerranée aux mers de Chine. Vous avez là des sociétés en contiguïté qui sont effectivement différentes les unes des autres, mais qui en même temps sont constamment en échange. On en aura un exemple dans un instant de type monétaire. On a bien quelque chose qui est entre, d'une part, quelque chose qui est
une discontinuité importante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de caravanes, il n'y avait pas autrefois des garamantes, qu'il n'y a pas de possibilité de traverser le Sahara, mais vous avez là une discontinuité forte. De même, évidemment, que la masse forestière septentrionale, vous voyez, nous donne une image. Et qu'inversement, les échanges dans l'océan Indien, c'est-à-dire les moussons, c'est les navigations de haute mer les plus anciennes, 3000 ans au bas mot, avec, ça c'est le vrai cœur de l'axe de la mondialisation, c'est ces navigations de l'océan Indien, les bateaux c'est toujours les plus pondéreux, avec un prolongement à l'est, les mers de Chine, le littoral de l'Asie, ou le Pacifique occidental si vous voulez, et puis un prolongement à l'ouest, qu'on a tendance, Européens, à vouloir avoir construit pendant longtemps comme le cœur du développement des civilisations qui était la Méditerranée, et qui est le prolongement occidental, c'est central bien sûr, mais de cet axe principal et central, auquel il faut rajouter des routes terrestres, les routes des steppes, les caravaniers des steppes, que maîtrisait le cheval, ce qu'on a appelé au XIXe siècle les routes de la soie. Donc voilà, vous avez là 75% de l'humanité, et c'est toujours vrai. D'ailleurs, c'est toujours 75% de l'humanité à peu près. Et puis, vous avez là le système d'intercommunication qui ne pouvait que donner progressivement l'intégration des sociétés ailleurs, ce qu'on a appelé les découvertes. Sur ces réseaux, se sont construits éventuellement des systèmes géopolitiques. Là, je vous mets l'Empire mongol de la fin du XIIIe siècle, mais aussi toutes les diffusions qu'on vous laisse, bien sûr, la boussole s'est diffusée, mais aussi la peste noire, dont on a vu les effets démographiques tout à l'heure. Au bout du compte, bon, je n'ai peut-être pas trop le temps d'insister, c'est une carte un peu difficile dans le détail. C'est une carte qui croise la densité, vous voyez, et puis d'autre part la connexité, c'est-à-dire le fait si les sociétés sont liées ou non les unes avec les autres. Donc on peut avoir des ensembles assez denses mais isolés, c'est le monde incaïque si vous voulez, et puis des ensembles au contraire extrêmement reliés, ou même des sociétés peu denses mais qui sont des connecteurs, qui sont des relieurs. Les sociétés d'éleveurs, des steppes d'Asie centrale, les Mongols, sont des caravaniers, c'est-à-dire des sociétés dont leur fonction, on pourrait dire, est de relier des ensembles sédentaires entre eux, en tout cas qui y trouvent profit. Donc vous avez là un ensemble qui nous donne au XVe siècle différents types d'usages de la terre c'est le titre de la carte, qu'on pouvait avoir et qui nous donne effectivement des types de dynamiques historiques différentes les unes des autres. Sur cet axe circulent bien des choses. Il se trouve qu'à l'ouest, il y a les Européens se trouvent coincés au nord de la Méditerranée dans un monde tempéré. C'est très important cette zonation parce que ça les rend passionnés de produits tropicaux qui ne peuvent pas produire. Là, je vous en ai mis un parce qu'il a un rôle historique essentiel, mais qui était considéré au XVe siècle comme une épice, c'est le sucre. Donc vous avez là la circulation du sucre qui est d'origine indienne, mais qui est passée par l'Iran, qui s'est développée au Moyen-Orient, en Égypte aussi, et que les Européens se sont mis avec les croisades et puis le commerce italien à consommer de plus en plus. D'où la recherche passionnée dès le XVe siècle des lieux où on peut produire du sucre. Ça ne supporte pas l'hiver, on ne peut pas le produire en Europe. Donc on l'a fait un peu à Malte, à Chypre, enfin des trucs marginaux. Et puis on l'a surtout fait dans les îles de l'Atlantique que les Européens s'attribuent à ce moment-là, justement. Les premières îles à sucre, Madère, les Açores, les Canaries. Et ça va être le marchepied pour franchir, pour aller un petit peu plus loin vers l'ouest. Mais cela aurait très bien pu être d'autres sociétés de l'Ancien Monde, j'ai mis les cartes des voyages de Cheng He ici, on a eu d'autres sociétés de l'Ancien Monde qui avaient des capacités de navigation d'ailleurs très supérieures aux Européens, c'était le cas de ces flottes chinoises, énormes flottes chinoises, mais qui n'avaient pas la motivation, si j'ose dire, des Européens, d'aller chercher ce qu'eux, ils avaient sur place. Donc il y a eu quelque chose qui était presque une découverte, enfin qui n'était pas une découverte justement, c'est des routes connues, mais qui aurait très bien pu techniquement aller ailleurs. Rien n'empêchait les jonques chinoises d'aller en Europe. Elles ne sont pas arrivées en Europe, c'est finalement les caravelles européennes qui sont arrivées en Inde puis en Chine. Mais peu importe, c'était l'Ancien Monde. Et on peut le résumer, j'aime bien faire ce petit croquis avec ces axes anciens. La route des Portugais, c'est celle-là, c'est une route de la soie ou une route des épices de plus, pour contourner un obstacle qu'on ne savait pas aussi grand, l'Afrique. Mais dans le monde connu d'alors, la proposition de Colomb, c'est de faire ça, de partir à l'ouest pour arriver à l'est. Simplement, en partant à l'est, en partant dans l'inconnu, il est tombé sur un obstacle, et cet obstacle va s'avérer
être un élément naturel qui va profondément changer le monde. Alors j'avais fait une carte ici de ce que les Européens connaissaient du monde au XVe siècle. Je crois que j'en ai fait un zoom. Voilà. Donc vous avez là, dans le premier cercle, c'est-à-dire ce qui est en bleu foncé et en rouge, l'Europe que les Européens maîtrisent, connaissent, dont ils connaissent les routes. Ça inclut l'Empire ottoman, d'ailleurs, et réciproquement, les Ottomans connaissent les mêmes routes. Et puis, il y a dans le deuxième cercle, en bleu pâle, ce dont ils ont connu, où ils ont pu aller, mais enfin, donc ça va à l'ouest, jusqu'à Terre-Neuve et même aux Antilles, où des pêcheurs européens pouvaient aller, à Terre-Neuve en particulier, chercher la morue. Et le mot Antilles est antérieur à Colomb, hein. Mais on ne savait pas très bien ce que c'était, hein, ce dont on parlait. Et puis, ils connaissent un peu la Chine, c'est à cause de Marco Polo, etc. Et puis tout le reste, c'est de l'inconnu, hein, dans lequel les Européens vont progressivement faire des découvertes à leurs yeux. Tenir compte, quand on fait cette histoire, que je ne vais pas vous refaire bien sûr, tenir compte des courants et des vents marins. On ne comprend rien à toute l'histoire si on ne commence pas à mettre les anticyclones de l'Atlantique Nord et de l'Atlantique Sud, et même chose d'ailleurs dans le Pacifique. Colomb ne fait que tourner autour. Et ensuite, toutes les routes triangulaires font la même chose. Aller au sud pour aller chercher les alizés, si on veut aller à l'ouest. Aller au nord pour aller rattraper le Gulf Stream, si on veut retourner en Europe. Bon, cette route, les Européens vont la faire, les compagnies des Indes occidentales vont la faire pendant 3 siècles, pratiquement, jusqu'à ce que la vapeur voie les choses autrement. Même remarque sur la boucle portugaise dans l'Atlantique Sud. Et même remarque pour le galion de Manille dans le Pacifique Nord. Vous savez, empiriquement, ils vont découvrir les anticyclones. Alors, inversement, dans l'océan Indien, les routes des compagnies des Indes orientales, donc vers l'Orient, eh bien, elles vont utiliser les moussons, bien sûr, donc ça suppose la saisonnalité, mais aussi un certain nombre de routes, hein, je les ai détaillées ici, il y a 3 routes principales qui correspondent justement à des types de vents et de courants dominants. Alors, d'où le franchissement de l'Atlantique, et surtout, j'insiste sur une chose qui est biologique, cette fois-ci, c'est la catastrophe démographique que représente le choc entre des populations de l'Ancien Monde. Il se trouve que ça a été les Européens, mais ça aurait pu être des Chinois, des Turcs ou des Indiens, ça aurait été pareil. C'est-à-dire les germes divers que dont les habitants de l'Ancien Monde étaient porteurs, face à des sociétés qui, elles, n'avaient pas du tout les anticorps correspondant à ces maladies. Alors, certes, il y a une part de hasard dans l'affaire, on m'a souvent dit, mais au fond, pourquoi ce n'est pas les Américains qui auraient été porteurs de germes qui auraient transmis les Européens et qui auraient massacré l'Ancien Monde? Ce n'est pas théoriquement impossible, mais c'était beaucoup moins probable. Parce qu'il y avait les 3/4 de l'humanité d'un côté contre à peu près 20%, le reste c'était l'Océanie. Il y avait surtout des sociétés en connexion complète, et vous avez vu avec la Grande Peste que il ne formait qu'un seul bassin épidémiologique, l'axe de l'Ancien Monde. Quand il y avait une maladie quelque part, c'était tout le monde qui en bénéficiait, comme le Covid, mais une échelle un peu plus restreinte. Et l'Amérique, c'était des groupes qui se connaissaient très peu, qui étaient peu en connexion les uns avec les autres. Il y avait des liens, mais peu. Les Aztèques ne connaissaient pas les Incas et réciproquement. Donc il pouvait y avoir des maladies différentes et donc très peu d'anticorps au total. D'où cet effondrement démographique qui se traduit, entre autres, on voit la déprise agricole dans les 2 cartes où le rouge représente l'emprise agricole au XVe et puis au XIXe siècle. Eh bien, ça veut dire une déprise démographique. La population amérindienne s'est effondrée. Alors, je ne dis pas que les Européens se sont bien conduits, hein, ils ont massacré, mais c'était peu de choses. Ils étaient peu nombreux, ils avaient peu de moyens pour tuer tout le monde. Mais inversement, ça se traduit entre autres par une modification du climat terrestre. Donc si on veut d'ailleurs refroidir l'atmosphère aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. C'est très simple. Il faut tuer beaucoup de monde. Ça va beaucoup diminuer la température. Et vous voyez que vous avez une courbe des températures et vous avez assuré ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, hein, donc du XVIe au XIXe siècle. Mais il fait plus froid parce qu'il y a beaucoup plus de forêts en Amérique. L'Amérique n'a jamais été autant couverte de forêts qu'au XVIIIe, XIXe siècle.
Ensuite, évidemment, on les a de nouveau déboisés, ces forêts. Voilà. Donc, un rapport au milieu qui est effectivement, que ce soit le milieu microbien ou le milieu agricole, qui est évidemment tout à fait important. Bon, je passe sur les cartes de grandes découvertes pour dire que vous avez pour la découverte de l'Amérique 2 éléments. Le premier n'est peut-être pas le plus important, mais il joue un très grand rôle. C'est, vous avez au centre du planisphère une espèce de patatoïde qui est dessinée. C'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure, l'espace où la monnaie était à base de métal précieux. Où l'objet technique qui servait de support à la monnaie, c'était de l'or, de l'argent, éventuellement du cuivre, des alliages, etc. Il y avait de la monnaie ailleurs, en Amérique, en Afrique, mais c'était d'autres bien rares. Des cabosses de cacao, des plumes, des coris, des coquillages. On pouvait, suivant les sociétés, avoir des objets d'usage monétaire de nature différente. Mais l'Amérique, c'est la découverte de l'or et de l'argent en quantité importante, puisqu'ils l'utilisaient peu, mais ils savaient très bien le faire. Mais on faisait des bijoux. C'est la découverte de régions aurifères qui avaient été peu exploitées par des peuples qui utilisaient l'or et l'argent d'une manière beaucoup plus intensive et avec un usage économique beaucoup plus actif que ne l'avaient fait les Amérindiens. Résultat, vous avez ce flux d'or et surtout d'argent qui traverse l'Atlantique d'ouest en est, qui va irriguer bien sûr l'Europe avec des effets économiques énormes, qui lui offrent des possibilités d'achat dans le reste du monde absolument considérables, un peu comme le pétrole a pu l'offrir à d'autres sociétés à un moment donné, des possibilités d'achat que vont utiliser, dont les instruments, si j'ose dire, vont être entre autres les compagnies des Indes, pour aller acheter en Orient tout un tas de produits avec de l'argent américain, éventuellement de l'or, mais la Chine étant ce qu'on appelle le puits d'argent, le bout du bout, absorbant l'argent d'origine souvent américaine. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième, et ça évidemment jouait un rôle économique pour la révolution industrielle ultérieure dans l'enrichissement économique de l'Europe. Deuxième aspect, c'est la mondialisation des plantes et des animaux. À partir du XVIe siècle, ça prend pas longtemps, ça va très très vite. Les animaux, puisqu'on avait peu qui étaient domestiqués en Amérique, de l'ancien monde, vaches, chevaux, etc., passent en Amérique. Et réciproquement, toutes les plantes américaines se diffusent dans l'ancien monde. Et dès le XVIe, par exemple, aujourd'hui, une plante considérée comme archétypique de l'Afrique noire, qui est le manioc, c'est une plante d'Amazonie. Et dès le XVIe siècle, le manioc devient une plante cultivée en Afrique noire. Donc, c'est des choses qui ont pu aller extrêmement vite. Donc, vous avez ce phénomène qui est de la banalisation, qui fait qu'aujourd'hui, il y a du blé partout, du maïs partout, de la pomme de terre partout, etc. Alors, j'avais dit que je ferais un clin d'œil à la précédente conférence. Ben oui, si je vous avais parlé du petit déjeuner, c'était parce que j'aimais bien poser une question qui était « Que voulez-vous prendre? Du thé, du café ou du chocolat ?» avec une question subsidiaire, avec ou sans sucre. Donc, vous avez là 4 plantes tropicales de la canne à sucre. C'est seulement au 19e qu'on va pouvoir faire du sucre à partir de plantes tempérées. Donc, vous avez là quelque chose qui est le point d'aboutissement de cette histoire européenne, qui est la quête de produits tropicaux. Donc, du 16e et surtout au 18e, c'est le moment où on invente le petit déjeuner, surtout au 18e, vous avez cette mise en culture de régions tropicales et les sociétés européennes de l'Europe occidentale cherchent, là j'ai mis les 4 pays de Compagnie des Indes, plus la péninsule ibérique, vous avez là cette recherche de lieux tropicaux, et en particulier des îles antillaises, parce que c'était le plus facile d'accès, des prisons naturelles pour les esclaves, ça présentait plein d'avantages, et on pouvait y faire pousser de la canne à sucre, plus tard du coton, du café, du cacao, etc. Vous aviez, sauf le thé, c'est seulement au milieu du 19e, et au milieu du 19e, vous allez avoir la même chose, mais pour une période plus courte, dans le pourtour de l'océan Indien et dans le monde dominé par l'Empire britannique, qui va être la diffusion du thé, de la culture du thé. Mais c'est seulement au milieu du 19e, après les guerres de l'opium. Donc, Corella, je ne peux pas ne pas le citer, avec une zone tropicale tout à fait distincte, les différentes formes de travail forcé, à commencer par le plus massif, qui est la traite négrière transatlantique, mais vous avez aussi tout le système des coulis dans l'océan Indien, qui explose au 19e siècle, entre autres pour la culture du thé.
Résultat des courses, c'est l'Europe qui colonise le monde. Les régions vertes, vous voyez, celles qui n'ont pas été colonisées par l'Europe, c'est pas grand-chose. Enfin, il y a quand même la Chine, mais quand même, elle a été très largement dominée économiquement par l'Europe fin 19e. Même chose pour l'Iran ou la Turquie. Il n'y a guère que le Japon et ses colonies à lui, puisqu'il y a la Corée, Taïwan, qui sont l'exception par rapport à cette mise en colonie du monde. Petite remarque, si l'Europe du XVIe au XVIIIe est passionnée par les régions tropicales et ne s'intéresse guère aux régions tempérées, on a un phénomène un peu inverse au XIXe où le trop-plein démographique européen va peupler les régions tempérées ou d'outre-mer, à commencer par l'Amérique du Nord. Ce que vous avez en vert sur la carte, c'est des régions dont la majorité de la population est d'origine européenne, avec des degrés évidemment très très forts. Alors évidemment, ça inclut l'axe russe, sur la Sibérie, mais vous avez par exemple l'Argentine ou l'Australie, dont la population est très très majoritairement d'origine européenne. Même chose pour les États-Unis ou le Canada. J'avais mis un zoom que j'aurais dû vous détailler à ce moment-là. On en arrive au résultat de cette évolution, c'est-à-dire le choix à la fin du XVIIIe siècle de quelque chose qui était modeste jusque-là, le choix d'utiliser du carbone fossile comme source d'énergie. C'est-à-dire non plus le bois, du carbone qui n'est pas fossile, non plus la force musculaire du cheval ou de l'homme, d'ailleurs pour l'essentiel, mais de faire des machines à vapeur, puis des moteurs à explosion. Donc vous avez évidemment toute la combinaison du carbone, et là on arrive à la fin de notre récit, mais dont on peut voir évidemment les effets, mais je ne vais pas développer, je vous ai dit, je ne faisais pas ici un atlas de l'Anthropocène, même si la dernière partie, évidemment, le développe. Donc vous avez cette explosion de la concentration. N'oubliez pas qu'une des formes n'est pas simplement l'utilisation de l'énergie fossile, c'est l'utilisation aussi du calcaire, qui est quand même une des formes de concentration de carbone particulièrement importante, avec la fabrication du ciment et du béton. Alors, je n'ai pas mis les deux, je vous ai juste mis le ciment. On l'oublie beaucoup, mais vous avez là une utilisation d'une concentration de carbone, puisque c'est des animaux, des coquilles d'animaux à l'origine, dans le calcaire, qui nous permet de construire nos villes, nos bâtiments dans lesquels nous sommes. Évidemment, le résultat est sans appel, je ne vais pas le développer, et terminer quand même par un rapport à la nature qui peut laisser de l'espoir. Nous n'avons qu'un seul océan. Ici, vous avez une carte avec une projection particulière, parce que c'est l'Antarctique qui est au centre. Elle n'est donc pas forcément la plus lisible. Mais on sait que cet océan est menacé. Et puis, choisi des couleurs qui font un peu peur. Et surtout que dans l'Atlas, sur l'autre page, je ne vous l'ai pas mis, il y a la fonte du pergélisol, qui est symétrique. C'est une double page qui inquiète. Mais en même temps, la toute dernière carte de l'Atlas, c'est celle-ci. C'est l'idée que c'est l'expression nouvelle frontière au sens quasiment kennedien du terme, c'est-à-dire l'idée que effectivement c'est la plus grande réserve, le plus grand piège à carbone, alors y compris les baleines. Une petite carte des baleines qui sont les grands pièges à carbone qui, quand elles meurent, tombent au fond de l'océan avec leur masse, concentrent une grande partie de carbone. Vous avez toutes les organisations, et là, on a typiquement quelque chose qui est du mondial, même si on peut s'inquiéter de la manière dont il est géré. Alors, pour rajouter une bonne couche à ce propos extrêmement optimiste de la gestion de la planète Terre, je vais nous rassurer. La fin de l'histoire ne dépend pas de nous. Donc, je vais vous raconter juste la fin de l'histoire possible, la fin de l'histoire la plus probable, qui va être tout simplement la disparition de la vie sur Terre. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, c'est dans quelques milliards d'années. Donc, normalement, c'est pas demain matin. Donc, ne faites pas de cauchemar. La différence de Mercure et Vénus, qui vont être absorbés par le Soleil, quand le Soleil va gonfler en fin de vie, la Terre va pas atteindre, on connaît le mécanisme, le cycle de vie d'une, enfin, j'aime pas le mot vie employé pour une réaction atomique qu'est le Soleil, mais enfin le cycle du système solaire, du système Soleil, c'est dans à peu près 6 milliards d'années. La Terre va être tout près, c'est-à-dire va quitter la zone dite habitable, la zone où les températures permettent à l'eau d'être liquide. C'est ça l'élément essentiel pour la vie.
Donc, à partir du moment où on a de l'eau liquide, donc la Terre va plus avoir d'eau liquide, mais uniquement de la vapeur d'eau. Donc, il n'y aura plus de vie possible sur Terre. Alors, vous pouvez peut-être vous rassurer parce que vous voyez qu'autour de Jupiter, il y a plein de petits satellites. Il y a plein de satellites qui sont souvent de très grande taille, Jupiter, parce que là, rien n'est à l'échelle, dont certains correspondent assez à la Terre et qui deviendraient habitables. Donc on pourra peut-être aller se réfugier sur un satellite de Jupiter. Vous voyez, c'est peut-être pas tout à fait pessimiste. Entre-temps, on peut évidemment faire l'hypothèse que des météorites géantes aient pas mal massacré. Les 5 précédentes extinctions sont en général liées à des chutes de météorites. Bon, on s'en est ressorti. D'autres formes vivantes en sont sorties. C'est plus les dinosaures, c'est nous. Bon, ça sera peut-être plus nous et de nouveaux dinosaures, je ne sais pas. Mais vous avez de probabilités. Alors, dans le cadre de la préparation de l'Atlas de la Terre, j'ai appris que il y avait une météorite pour laquelle on s'inquiétait un peu, qui pourrait arriver en 2049. Mais enfin, ce n'est pas très probable. Bon, on a un petit peu de temps devant nous, mais enfin, commencer peut-être à prier. Enfin bon, voilà, on va voir. Et puis, je vous ai gardé quand même la meilleure pour la fin, qui ne serait pas une disparition de la planète, mais de la vie. C'est le passage d'un trou noir errant. Il existe dans le système interplanétaire et dans notre galaxie des petits trous noirs, ne les trouvez pas mignons quand même, qui se baladent et qui pourraient très bien être attirés par le Soleil. Ils finiraient leur cycle de vie dans le Soleil, ils le perturberaient un peu certainement, mais on ne serait plus là pour le voir. Alors ils commenceraient par détruire ou perturber fortement des champs de différentes choses qui aboutiraient à des météorites sur Terre. Donc on pourrait s'attendre à des pluies de météorites, ça c'est le scénario précédent, c'est pas le plus méchant. Mais le plus mignon, c'est ce que vous voyez tout au bout. Eh bien, avant qu'il arrive vers le Soleil, il passe à proximité de la Terre, il va peut-être absorber la Lune, ça on s'en fiche un peu, mais il va surtout aspirer toute notre atmosphère. Parce que ça, c'est volatile, c'est peu de choses. Donc l'atmosphère, elle ne tient pas très bien sur la Terre. Si quelque chose d'attractif passe à proximité, l'atmosphère part. Bon, on serait exactement comme un poisson hors du bocal, et en quelques minutes, toute vie disparaîtrait sur Terre. Voilà. Bon, maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne nuit, bien sûr. Donc, sur cette image du faiseur d'Atlas, eh bien, je vous remercie d'avoir été si patient à toutes ces mauvaises informations que j'ai pu vous donner. Bonne nuit, donc. Bon, allez, je vais rester sur celle-ci. Voilà, c'était Science et Avenir qui avait publié ça. Alors, je crois qu'il faut qu'on parte à 10 heures. Hein, on a du temps. On a quand même un petit peu de temps pour les questions. Juste parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, pour ceux que cet extrait, ces cartes ont intéressé, il est possible d'acheter l'Atlas historique de la Terre et les 2 atlas précédents. Je remercie la librairie Au Vent des Mots qui est présente ce soir. Donc voilà, si vous souhaitez acheter et ou vous faire dédicacer les atlas, c'est tout à fait possible. Et maintenant, la parole est à vous. Je voulais juste te dire aussi que là, la libraire va me maudire, mais je rappelle, et c'est dit au début de chaque atlas, que toutes les cartes sont disponibles en ligne gratuitement. Hein. Il suffit d'aller sur le site de la revue L'Histoire, mais il faut taper le code qui est sur chaque carte dans l'atlas. Voilà. Enfin, vous pouvez aller voir l'atlas, noter tous les codes, et puis comme ça. Bon, mais enfin, il vous manquera quand même beaucoup de choses. Et c'est pour les profs en particulier, parce que ça permet d'avoir des bonnes connexions. C'est des PDF en haute définition. Et ils sont plats, parce que le bouquin est... à l'autre bout. Oui, merci monsieur de votre présentation extrêmement stimulante. Je voulais revenir sur la riziculture dont vous avez dit qu'elle était une plante maudite pour l'homme, si je puis dire, puisqu'elle faisait beaucoup travailler. Elle nourrit aussi beaucoup. J'en suis restée à la boucle de rétroaction positive. Elle y est d'ailleurs, si vous avez vu. Elle y est. Et donc, finalement, c'est aussi une plante vertueuse qui expliquerait sans doute des densités de population très élevées dans cette Inde du Sud, enfin dans cette Chine du Sud en particulier.
Oui, alors je suis d'accord avec vous. Hein. Simplement, c'est pas une question de mode. Hein, je ne veux pas le présenter comme tel. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, effectivement, on n'aime plus beaucoup parler de banal, une dizaine d'années, de grandes plantes de civilisation. Remarquez que je n'ai pas employé le mot civilisation une seule fois. Mais vous avez des grandes plantes, le maïs, le blé et le riz, pour l'essentiel, qui jouent un rôle central. Et puisque j'ai fait une allusion à l'anthropologie anarchiste tout à l'heure, justement, il y a un raisonnement qui associe la céréale à l'État. Pour un anarchiste, évidemment, l'État, c'est le mal. Donc, la céréale, c'est quelque chose qui est émergé au-dessus du sol, qu'on voit et qu'on peut compter. Donc ça, c'est parfait pour le percepteur. Tiens, la récolte va... Voilà. La deuxième chose, c'est que la récolte se fait à date fixe, à peu près, un moment de la moisson. Donc on peut venir contrôler et récolter la récolte, si j'ose dire, pour le percepteur, etc. Donc il y a un rapport à l'état. L'inverse des plantes qui sont souterraines, comme le taro, comme l'igname, comme le manioc, comme la pomme de terre, qui ne seraient pas des plantes d'état. Alors, c'est pas totalement absurde, hein, je dis pas, mais ça marche pas à tous les coups parce que il me semble que l'Empire incaïque, qui était, Dieu sait si c'était une sorte d'empire romain, il fonctionnait d'abord à base de pommes de terre. Donc, il y avait du maïs aussi, qui était la plante symbolique religieuse et qui jouait un rôle alimentaire, mais c'était d'abord la pomme de terre. Donc, bon, je partage pas forcément, mais c'est un raisonnement qui n'est pas non plus idiot. Alors, le rapport entre l'État, la densité et l'aménagement hydraulique, qui commence par les grands fleuves, hein, les irrigations de grands fleuves, c'est une vieille histoire est une histoire qui, malgré tout, garde sa validité, d'associer des grandes constructions géopolitiques à la maîtrise d'un système hydraulique, hein, ce qu'on appelait justement les empires hydrauliques. Alors, l'Égypte ancienne, la vallée du Tigre et de l'Euphrate, la vallée de l'Indus, la vallée du Wang-Ho. Hein, vous avez ces grandes vallées, et puis des régions d'aménagement de pente, ça c'est des régions de riziculture pour l'essentiel. Il faut effectivement l'idée qu'il y a un contrôle social. Donc mon bon maître Durand Astès avait fait une boucle de rétroaction qui est là d'ailleurs, hein, dans sa forme la plus élémentaire. J'ai pas lourdement insisté, entre autres pas insisté sur l'aspect politique, mais où effectivement il fallait organiser un paysage avec un État, puisque ce qui se passe en amont ou ce qui se passe dans les parties hautes du système vont conditionner ce qui se passe en aval. Et d'ailleurs, dans une certaine mesure, réciproquement, puisqu'il y a des remontées d'eau, enfin, il y a des tas d'éléments qui peuvent jouer. Donc, pour ça, il faut une autorité commune, et on a un facteur d'État, plus que compter les grains de riz du percepteur. Donc, vous avez là quelque chose qui va permettre d'avoir d'extrêmes densités, lesquelles densités vont permettre non seulement des aménagements agricoles, productifs, mais aussi des villes, mais aussi des grands monuments, mais aussi des forces armées, des grandes murailles, etc. On a tout un élément. Bon, c'est ce qu'on appelle la civilisation. Est-ce que l'armée... Bon, voilà, c'est quelque chose qui n'a de sens que par rapport au nombre des hommes. Bon, je crois qu'il ne faut pas avoir un jugement de valeur, ni positif de civilisation, ni négatif, hein, mais simplement de constater qu'on a des types d'aménagements qui ont un caractère essentiel, qui va être, lui, déterminant dans toute logique néolithique, c'est leur irréversibilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce processus a commencé, il devient nécessaire de se perpétuer pour permettre à la population de ne pas mourir de faim. C'est-à-dire que si le système de la riziculture inondée va à ne pas marcher, ça se traduit par d'immenses famines. Donc, comme c'est constamment quelque chose qui menace, ne serait-ce qu'à cause d'aléas climatiques, tous ces systèmes géopolitiques, ces empires, pour prendre une vieille formule, vont se traduire par un type de fonctionnement qui justifie très largement d'ailleurs le percepteur, c'est le grenier qui permet de passer d'une bonne année à une mauvaise année. Cet élément, le grenier collectif. Donc vous avez là quelque chose qui permet de se mettre à distance de la nature, hein, d'un rapport à la Terre qui est différent, qui est celui des aléas liés aux variations saisonnières et aux variations interannuelles. Ça, donc, vous avez raison d'insister, la riziculture est celui qui l'a poussé le plus loin. Donc, mais effectivement, il ne faut pas oublier que cette histoire a été écrite par des gens d'agriculture dense et de paysages aménagés, à savoir les Européens.
Et que les Européens, ils aimaient bien les champs bien balisés, les rangées de vignes bien alignées. Et quand ils ont vu des rizières, ils se sont dit, ça, ils sont comme nous, ceux-là. Et quand ils ont vu, au contraire, de la culture sous brûlis en Afrique, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ces feignants? Qu'est-ce que c'est que cette pagaille? Ils ne savent pas faire un champ, ils ne savent pas faire une haie. Enfin, or, c'est un système très économe. Simplement, les densités sont dérisoires. Bonsoir. Vous avez parlé d'anthropocène, c'est-à-dire l'ère des hommes, et d'autres parlent de capitalocène, c'est-à-dire que l'homme est attaché à un mode de production. Alors, depuis que le mot anthropocène a été inventé, c'était en 2000, donc depuis une vingtaine d'années, on a eu une floraison de machin-ocène. C'est-à-dire qu'on a dit, ah oui, bien sûr, c'est l'homme. Mais en fait, ce n'est pas tous les hommes. Alors, il y a une version d'ailleurs néanmoins du mot anthropocène, c'est anthropos au sens du mâle. L'anthropocène, c'est l'affaire des hommes, la partie masculine, et pas de la partie féminine. Donc, je ne vais pas rentrer effectivement dans cette discussion, mais on a dit, bah oui, mais le mâle, parce qu'en l'occurrence c'est ça, c'est de désigner ce qui nous met dans la situation pénible dans laquelle est la gestion de la planète actuelle et qui nécessite une gestion qu'on n'avait pas véritablement jusque-là. Mais qui, si elle est gérée, peut très bien fonctionner. Il faut le faire. C'est le fait que, on va dire, le mâle, c'est pas l'agriculture, c'est l'usage capitaliste de l'agriculture. Avec une variante que je vous ai d'ailleurs un peu développée, parce que ça fait partie de mes dadas, qui est l'usage de la plantation. Ce qui fait que l'une des variantes, c'est le plantationocène. C'est un terme assez fréquemment et qui est en particulier utilisé dans une perspective ce sont les mêmes que ceux qui vont insister sur les traites négrières. Donc c'est tout à fait normal, hein. Je ne vais pas faire la défense de la revalorisation de l'aspect positif des traites négrières, c'est pas moi qui ferai ça. Mais vous avez là, donc à partir de là on avait ouvert les vannes, hein. On s'est mis à rechercher si c'était pas plutôt, alors on a eu le feu, si c'était des questions d'agriculture, si c'était des questions précisément de l'industrie, si c'était, bon, je pense que le carbone fossile comme combustible, l'énergie à base de carbone fossile, oui, là, on avait une bêtise. Là, vraiment, c'était une solution de facilité extraordinaire de trouver de l'énergie. À partir du moment où on a su transformer en énergie le fait de brûler du charbon, puis après, c'était encore plus facile avec des hydrocarbures quand on a su les maîtriser, on en profite toujours. C'est vraiment une sacrée solution de facilité qui a permis le niveau de vie d'une partie de l'humanité, et pas forcément que le capitalisme, parce que le système soviétique a fait pire encore en la matière. Donc, vous avez là effectivement quelque chose d'extrêmement important, parce que en même temps, ça a permis une explosion démographique, ça coïncide avec la transition démographique. Il n'y aurait pas eu de la transition démographique, on n'aurait pas eu besoin de cette énergie supplémentaire. Donc vous avez quelque chose qui est cause et conséquences, et qu'à partir de là, c'est mis sur 2 siècles derniers, un passage de 1 milliard à 8 milliards et 9. Alors bon, je ne vous ai pas mis les projections, hein, mais elles sont dans l'Atlas. Est-ce qu'en l'an 2100, ce sera 11 ou 7 ? Éventuellement 14 dans les pires explosions. Mais enfin, c'est fini. Je veux dire par là, il n'y a qu'en Afrique subsaharienne où vous avez une croissance démographique transitionnelle. Mais ailleurs, le problème est l'inverse, c'est le vieillissement. Donc, je ne vais pas parler de retraite, hein. Mais vous avez là quelque chose qui pose des problèmes de gestion intergénérationnelle qui ne sont pas minces, mais qui ne sont pas dramatiques par rapport au système Terre. Bon, après tout, il suffira de tuer les vieux, hein. Ça s'est fait, hein. Ça s'appelle secouer le cocotier autrefois. Donc, vous avez un problème à la limite mineur par rapport à la dynamique des sociétés et à son rapport à la Terre. Mais le problème a été l'augmentation massive du nombre des humains en l'espace de 3 siècles. Non contrôlé, un système. Bon, je ne vous ai pas fait rêver, hein. Ouais, il y a une question là.
Alors, ma question porte un petit peu sur, on va dire, sur l'avenir, parce que là, vous avez parlé donc de la baisse de natalité. Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'aujourd'hui, dans cette année, j'ai vu avec la mondialisation, on vit une période d'échange entre les hommes sur notre planète qui est, en tout cas, inégalée, avec notamment l'essor des moyens de communication. Et alors, premièrement, ma question, ce serait, est-ce qu'on irait vers une forme de métissage massif, ou en tout cas quelque chose qui signerait pas la fin des cultures, mais en tout cas un métissage qui serait vraiment, on va dire, massif, qui concernerait l'ensemble du monde. Pour être plus précis, je pourrais presque me dire, moi, que j'ai plus de points communs avec un Chinois du XXIe siècle, entre guillemets, avec qui j'ai vu les mêmes œuvres culturelles, qui potentiellement parle anglais, plutôt qu'avec un Français, bon Français, mais qui vit au XIIe siècle. Oui, c'est sûr. Donc, à partir de ce postulat-là, est-ce qu'on peut se dire dans quelle direction va-t-on aller? Et du coup, va-t-on aller vers peut-être la fin, en tout cas, de la diversité des cultures telle qu'elle pouvait exister il y a encore plusieurs siècles, ou même au début du XXe siècle? Alors, heureusement, je ne peux pas vous dire franchement oui. Donc, il y a... Non, mais c'est pas forcément non plus un mal. Hein. Je veux dire, c'est une évolution. C'est pas comme ça. Non, c'est pas. Je veux pas. Mais effectivement, vous avez en partie une réponse qui va de ça quand je vous ai mis la carte. Je ne veux pas la rechercher maintenant des langues. Je vous rappelle. Au XVe siècle, c'était le maximum de langues qui a pu exister. C'est logique, puisque ça ne cessait de se fractionner. On estime. Alors, qu'est-ce qu'une langue? Quelles sont ses variantes, etc. Est-ce que quand on parlait 25 français différents au XVIIIe siècle, il y avait un français? Est-ce qu'il y avait une langue? Bon, on parlait globalement français, mais je ne parle pas de la langue d'oc, du breton, avec ça. Mais le picard et le bourguignon, ce n'était pas forcément le même français standard. Donc, qu'est-ce qu'une langue? Bon. Ce problème étant évoqué, malgré tout, on peut dire qu'il y avait quelque chose comme 17 grandes langues, 17 000, pardon, langues au XVe siècle. Aujourd'hui, dans le meilleur des cas, dans la manière de comptabiliser, c'est 6 000, dont 10 représentent 90% des communications dans le monde. Donc, dans le français. Mais vous avez là quelque chose qui est bien, effectivement, qui va dans le sens de ce que vous allez. En même temps, ce ne sera même plus nécessaire d'avoir un globish pour parler avec votre chinois, puisque on en est déjà quasiment là, mais dans 10 ans, le problème ne sera pas là. Il suffira de poser le traducteur, ouvrir votre téléphone ou son successeur, de poser le traducteur, et vous pourrez tranquillement parler français, il vous répondra en chinois, le dialogue se fera sans aucun problème, vous comprendrez très bien l'un et l'autre, il n'y aura plus de problème. Donc c'est bien, ça va bien dans le sens de cette mondialisation culturelle commune que vous évoquez. Mais en même temps, le phénomène qu'on appelle en matière économique du souverainisme, ça marche tout autant. Parce que quand vous avez eu au XIXe siècle une imposition du français standard par l'école, le service militaire, on a eu en même temps la codification, la transcription en langue grecque, en grammaire, etc., de toutes les grandes langues régionales françaises. On les a même quasiment inventées. Enfin, je veux dire par là qu'on les a unifiées. On parlait bar-breton, comme on disait, au XVIIIe siècle, mais il n'y avait pas une grammaire, un dictionnaire, c'est les deux trucs de base pour inventer une langue, pas plus qu'il y avait un serbe, qu'il y avait du serbe ou du slovaque. C'est au fin 18e, début 19e, qu'on s'est mis à inventer des langues nationales. Éventuellement des nations périphériques, donc régionales de ce fait. Hein. Donc il y a eu l'effet libre pour les Languedoc, par exemple, mais même chose pour l'alsacien ou bien sûr pour le breton ou le basque. Donc vous avez des réactions avec des inventions culturelles. Ça marche parfois, ça ne marche pas toujours. Mais vous avez exactement la même chose qui se produit, sauf que c'est sur des bases beaucoup plus puissantes, qui sont celles des nations existantes. Vous pensez vraiment que l'identité chinoise peut se dissoudre dans la mondialisation ? En tout cas, il faudra des siècles et des siècles. Ou alors, elle sera une mondialisation chinoise, ce qui serait effectivement autre chose. Mais dans ce cas-là, vous pensez que l'identité états-unienne ou les identités européennes ou indiennes, c'est du lourd, hein, l'indienne, peut se dissoudre dans cette mondialisation?
Alors effectivement, au Fouji, au Vanuatu, c'est peut-être moins évident. Si on a 11 000 personnes qui parlent une langue, elle est menacée, en tout cas, de rester sous forme de quelque chose d'un conservatoire, hein, d'un musée, d'un objet de musée presque linguistique. Mais pour le reste, non. Et c'est vrai pour absolument tout. C'est-à-dire que ce qu'il y a maintenant, c'est plutôt un jeu d'échelle qui est beaucoup plus démultiplié. Vous êtes un mondial, accès à une langue mondiale, une culture mondiale, une musique mondiale, peut-être même un cinéma, bien sûr, de plus en plus mondial, une littérature. Mais en même temps, bah, vous êtes français et peut-être breton, je ne sais pas comment vous classez. Mais vous avez des jeux culturels et l'un n'empêche pas l'autre. On peut tout à fait être européen, français, breton et mondial. Là, au contraire, on a des chances que l'un nourrisse l'autre. Donc là, cette fois-ci, je serais beaucoup plus optimiste. Attention, vous pouvez parler qu'avec le micro. C'est très rapide, c'est pour justement rebondir. Donc au final, on change d'échelle. C'est comme comment dire, à la fin du 19e siècle où les Bretons, où la République a voulu uniformiser un petit peu les cultures. Pas un petit peu, oui. Oui, même un peu beaucoup. Vigoureusement. Même, certains vont même dire, voilà, bon. Éradiquer, oui. Voilà, c'est assez politique. Mais en tout cas, il y a eu un changement d'échelle. On a voulu créer un État-nation avec un pays, la France, qui était unifié. Est-ce que au final, on vit peut-être une période similaire, alors qui veut bien sûr conserver qui n'est peut-être pas aussi extrême que ce qu'a voulu faire à un moment certains républicains qui ont voulu effacer les particularismes bretons ou quoi, hein, ça je ne vais pas dire ça. Mais est-ce qu'on n'assiste pas à un changement d'échelle avec la création de l'Europe, avec des superpuissances comme l'Inde, la Russie, les États-Unis, on va dire qui ont quand même un ancrage local assez important, mais on a quand même l'émergence de plusieurs, je dirais, grands empires, de plusieurs grandes puissances. Est-ce que c'est pas dans cette dynamique-là où en fait on change d'échelle? Alors, je vais relier votre question à ce qui était mon thème, c'est-à-dire la gestion de la planète. Il est évident, enfin pour moi, qu'aujourd'hui, les humains ont besoin de décisions collectives pour gérer la planète et limiter au moins les dégâts. Ah, ce n'est pas simplement en triant ses poubelles ou en évitant de prendre l'avion en se comportant en bon suédois qu'on pourra régler vraiment le problème. Il faut qu'il y ait une autorité qui fasse qu'il n'y ait pas une démultiplication, que tout le monde n'ait pas l'American Way of Life en Inde, en Indonésie, en Chine, parce qu'on sait que ce sera là le désastre le plus total. Ce qui est injuste, ce qui suppose de vivre autrement, et ce qui suppose une autorité. Alors, bien sûr, on pourrait rêver d'un Parlement mondial, d'une humanité démocratique, etc. Bon, on peut rêver. Mais dans l'immédiat, c'est plutôt de l'international entre gros acteurs qui respectent des équilibres de force entre eux. C'est ce qu'on appelle de la diplomatie réaliste, hein, la réelle politique. Mais de ce fait, quelques gros acteurs puissants dont vous avez fait la liste, c'est finalement peut-être le moindre mal. C'est une opinion que j'avance ici, mais de dire, bah oui, parce qu'on sait que si il y a 5 ou 6 pôles qui représentent l'essentiel des décisions qui seraient la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Union européenne peut-être, et qui imposent et s'imposent à eux, et de fait imposent aux autres, éventuellement par contrainte, un certain nombre de règles, peut-être que l'on pourrait avoir un certain nombre de mesures de gestion pas trop déraisonnables pour limiter les dégâts dans la gestion de la planète. Donc il vaut mieux qu'il y ait des acteurs qui ne soient peut-être pas des bonnes âmes, mais qui puissent agir. Voilà, mais c'était une opinion, là, je n'ai pas... Bonsoir, je voulais savoir, est-ce que vous avez voyagé dans à peu près tous les pays, sur tous les continents, pour créer vos atlas, pour récupérer toutes vos données et des archives historiques pour avoir cette ampleur d'ouvrage? Là, on rentre dans la technique de l'Atlas. C'est un travail. D'abord, on n'a pas le temps. On se fait ça dans 2 ans. Ça serait très bien. Mais bon, ça poserait peut-être une question d'empreinte carbone de l'Atlas. Hein. Mais à moins que vous vouliez me piéger et me dire, faut pas faire des atlas parce que c'est mauvais pour la planète.
Non, il s'agit derrière d'avoir des bases de renseignements, et un atlas, c'est un travail collectif. Non seulement il y a des cartographes, mais il y a une foule de gens qui travaillent en amont des cartes pour faire les bases documentaires et faire coller à des problématiques scientifiquement correctes. Donc derrière chaque atlas, vous avez des revues, en particulier la revue L'Histoire, ça c'est pour l'histoire au sens traditionnel du mot, c'est l'histoire des sociétés, mais aussi Sciences et Avenir, la recherche, qui sont dans le même bloc éditorial, qui permettent d'avoir aussi des biologistes, des géologues, des environnementalistes qui ont au moins relu, sinon proposé des bases documentaires, et dans les deux cas, des journalistes. Alors j'insiste bien là-dessus, c'est vraiment des gens qui savent s'adresser à un public large et qui peuvent proposer ce qu'on appelle techniquement un brief, c'est-à-dire le scénario, c'est l'équivalent du scénario dans un film, avant qu'on fasse la carte, et qui donne la liste des informations, la liste des documents, la liste des mots qui seront présents, etc. Donc là, c'est grâce aux revues, aux équipes des trois revues, enfin la recherche est une annexe maintenant de Sciences et Avenir, c'est grâce aux équipes des revues qu'on a pu faire la Terre, qu'on peut faire le ciel, et qu'on pourra en faire d'autres ensuite. Bien. Hein, ah. Oui, vous avez parlé d'agriculture. Ah oui. La terre ne ment pas, vous savez. Existait à l'époque et qu'aujourd'hui, du fait du réchauffement climatique et des problèmes justement de l'utilisation d'hydrocarbures avec gaz à effet de serre, de la productivité peuvent être utilisés aujourd'hui ou sont déjà en cours grâce aux scientifiques de remise à jour pour l'humanité. Oui, on ne va pas rentrer dans le détail, je ne suis pas agronome, hein, donc je dirais certainement très vite des bêtises. Mais en tout cas, une chose dont je suis sûr, c'est que ce ne sont pas en revenant intégralement à des techniques d'autrefois sur lesquelles on se berce souvent d'illusions, qu'on pourra nourrir 9 milliards d'hommes et même leur permettre, même à minima, d'avoir de quoi manger. Il ne faut pas oublier que jusqu'à la révolution industrielle, les cycles démographiques étaient des cycles alternant des disettes, des famines et des périodes où ça allait un peu mieux. Et quand ça allait un peu mieux, c'est parce que la population avait diminué à cause des famines précédentes. Donc il commençait, si la récolte n'était pas mauvaise, on vivait bien. Alors on faisait plein d'enfants jusqu'à la famine suivante. Donc c'est des cycles bien connus d'ailleurs, hein, qu'on a analysés. Il n'y a pratiquement pas de société agricole qui n'y échappait pas. Alors ce qu'on imagine, c'est que les sociétés de chasseurs-cueilleurs y échappaient, parce qu'elles étaient mobiles. Mais non, il y avait également, on le connaît dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont survécu, il y a également des moments biologiquement pour la faune et la flore qui sont moins favorables, donc pour leurs prédateurs que sont les chasseurs-cueilleurs. Et on a également des cycles qui fonctionnent. Simplement, ça se fait sur des effectifs dérisoires de population. Donc ça ne veut pas dire que les méthodes anciennes de toutes les sociétés n'ont pas des choses à apprendre. Ça, c'est sûr. Et que ce sont toujours, la plupart du temps, des techniques qui sont sur des temporalités différentes. C'est-à-dire qui ne raisonnent pas à des cycles de 2, 3, 4 ans, grand maximum, correspondant à des spéculations, enfin, le terme apparaît tout de suite négatif, mais en tout cas à des calculs qui dépendent de marché, mais qui sont des éléments tenant compte des reproductibilités, de la fertilité, etc. Mais le problème de la fertilité, c'est un problème que toutes les sociétés agricoles ont connu et ont réglé de différentes façons. Le plus souvent, après avoir épuisé les possibilités d'un endroit, d'aller ailleurs. Évidemment, c'est plus possible. Donc à partir de là, c'est là que commence vraiment la famine. Mais c'est commencé très tôt, hein, au néolithique, ce genre de situation. Quand on était dans une vallée comme le Nil, et puis qu'ailleurs c'était désert, et si la récolte était mauvaise, la population diminuait, il n'y avait pas d'autre solution. Hein. Donc vous avez néanmoins un certain nombre d'éléments techniques qui sont évidemment tout à fait utilisables, hein, entre autres en évitant l'usage des carbones fossiles. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais attention, ça aboutit généralement à des productivités moindres. Ça peut aboutir aussi à des aspects qualitatifs intéressants, mais pas forcément. Hein, ça aussi, c'est à analyser. Mais il faut bien tenir compte, effectivement, d'une plus grande frugalité qui sera incontestablement nécessaire. Simplement, c'est difficile à faire passer, ça. Oui, je vois on peut être sceptique. Enfin, on peut le prôner pour les autres. Hein. Le principe de la frugalité, c'est quand même d'essayer de limiter le contenu de la gamelle des autres. Là,
On l'a beaucoup fait, hein. Globalement. Le nord-sud, c'est ça. Donc, on continue. Alors, il y a, oui, bon. Alors après, il y a une dame là. Oui. Bonsoir, j'avais une question à propos des populations asiatiques. Comme ces dernières étaient avancées en matière nautique, est-ce qu'elles se sont intéressées à la découverte des océans, donc du Nouveau Monde? Des Polynésiens, c'est ça? Dans des populations asiatiques, chinoises. Ah oui, d'accord, asiatique, excusez-moi, oui. C'est l'adjectif que je n'avais pas compris. Alors oui, c'est assez intéressant. Là, on est pas mal dans l'histoire culturelle du rapport à la mer. Je comprends qu'on me pose la question en Bretagne. Oui, vous avez des sociétés qu'on considère, à tort ou à raison, alors souvent à tort, hein, comme non maritimes. Alors, on l'a dit pratiquement, les Européens l'ont dit pour tous. Par exemple, le monde turco-arabe, vague, serait peu maritime. Alors là, les exemples historiques sont nombreux pour démentir tout ce qui concerne, je ne sais pas, Simbad, mais Simbad c'est un Iranien. Enfin, donc vous avez quand même malgré tout, l'océan Indien était peuplé d'Indiens, d'Iraniens, de commerçants, de boutres arabes, lorsque sont arrivés les Portugais. Donc non, il n'y a pas de société. La Chine a développé des flottes gigantesques, celles que j'ai évoquées, et puis il y a des moments où ils se sont fermés. Alors, là, maintenant, en dehors du fait qu'il y a des compétences de navigation que le musée de la Marine de Paris, je ne sais pas si vous connaissez les maquettes de l'amiral Paris. C'est un amiral français du milieu de l'époque de Napoléon III qui a fait évidemment, vous connaissez ça, mais qui a fait faire des maquettes de pratiquement tous les bateaux du monde. C'est devenu un conservatoire des formes, parce qu'elles sont très fidèles, ces petites maquettes, qui sont absolument extraordinaires. On les a pratiquement toutes conservées. Donc, vous avez des techniques, des technologies de navigation d'une richesse, d'une complexité extraordinaire. Les Européens ont beaucoup perfectionné leurs propres techniques, hein, avec les bateaux, ce qui est une frégate du XVIIIe siècle par rapport à une caravelle du XVIe, c'est extraordinaire le progrès que ça fait. Mais la grande qualité, la grande avantage technique des navires européens, c'est que les Européens avaient inventé l'artillerie de marine. Et que un bateau européen, c'était une forteresse imprenable, sauf par un autre bateau européen. Que ce soit un corsaire ou une flotte ennemie, enfin, mais pour les jonques chinoises ou les boutres arabes ne pouvaient pas s'attaquer, sauf évidemment dans des conditions très particulières, coincés dans une baie, en difficulté, etc. Même chose pour évidemment les grandes pirogues de combat et les flottes de guerre polynésiennes. Hein, elles pouvaient, Cook faisait une démonstration de tir de canon et puis c'était réglé le problème. Hein. Donc vous avez la possibilité technique n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des sociétés qui ne se projetaient pas, il y avait des marins éventuellement, des pêcheurs partout, mais ne se projetaient pas dans un outre-mer. Et si vous prenez les Asiatiques, et en particulier les Chinois, c'est particulièrement net, car la Chine a disposé des moyens techniques de flotte formidables, ce n'est pas le problème, mais n'était peu intéressée par l'outre-mer et très intéressée par inquiétude par l'outre-grande muraille, c'est-à-dire les peuples des steppes. Que l'essentiel des forces historiques chinoises, c'est de ne pas se laisser déborder par les peuples cavaliers du Nord, de les vassaliser, de les acheter, éventuellement commercer avec eux, d'utiliser comme commerçants, d'échanger, de contrôler des caravanes, de marier des princesses pour Satan, pour pouvoir transformer en bannières, comme on disait, c'est-à-dire en peuples vassaux des peuples du nord de la Grande Muraille. Ça, c'était la grande préoccupation. D'ailleurs, en 1432, quand ils décident d'arrêter le 7e voyage de Cheng He, on détruit même les chantiers navals, c'est justement parce qu'il y a des troubles, des bruits de sabots, si vous voulez, au nord de la Grande Muraille, et Pékin, d'ailleurs, sera prise d'assaut peu de temps après. Donc, c'est pas un hasard, d'ailleurs, si la capitale n'est pas au bord de la mer, c'est pas Nankin, même pas, qui est la capitale du Sud, mais c'est Pékin, c'est-à-dire la base arrière de la Grande Muraille, la base arrière face au peuple des steppes. Dans le monde méditerranéen, on a eu le même phénomène, hein, c'est Constantinople. Il y a des bases arrière par rapport, l'empereur, c'est le chef des armées. Donc vous avez là le même type de préoccupation. Dans ces cas-là, les problèmes maritimes sont seconds. Donc c'est
effectivement un élément culturel qui est dû à des questions géopolitiques, qui a une influence sur le moindre souci, la moindre possibilité de se projeter outre-mer. Inversement, les Européens, qui n'étaient pas du tout menacés par des hordes de cavaliers, qui se battaient beaucoup entre eux, mais qui n'avaient pas besoin d'être unifiés, eux, ils se sont beaucoup projetés dans une logique concurrentielle entre eux, outre-mer. Ça a été historiquement une grande différence. Ils n'étaient pas forcément plus méchants que les autres, comme le post-colonialisme contemporain peut l'envisager, mais il y avait cette logique qui fait qu'à partir du moment où le système s'est mis en marche, pour ces pays qui n'avaient pas de partie tropicale, à la différence de la Chine, par exemple, hein, qui n'avaient pas de problème de se procurer du poivre ou du sucre, ils en avaient chez eux. Donc on a une dissymétrie particulièrement forte, si vous prenez le schéma brodélien classique, Chine-Europe, hein, c'est-à-dire en vocabulaire brodélien, Empire monde, économie monde. Alors, je vous signale qu'il est 10h moins 13. Hein. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure de la diffusion totale des sapiens par la navigation. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on a connaissance de l'apparition d'autres innovations qui ont aidé à cette époque, autre que la navigation Alors, il est évident, bon, c'est bien, vous me promenez beaucoup. Là. Ce qui se passe entre, on ne sait pas exactement, il n'y a pas un événement, donc disons, souvent on dit vers moins 70 000, moins 70, moins 60 000, et puis le néolithique, voire moins 10 000. Visiblement, les sociétés bougent beaucoup. Il se passe plein de choses. Alors, par exemple, là, une innovation dont la diffusion est très intéressante, qui est sans doute, on vient de trouver des pointes de flèches dans la vallée du Rhône tout à fait intéressantes, ça doit commencer au moins vers moins 50 000, c'est l'arc. L'arc, ça jouait un sacré rôle, hein, point de vue de la chasse. Il ne faut pas oublier que, je pourrais raconter l'histoire du loup, du chien, dans un instant, ça va avec, mais une question de distance. Mais l'arc va permettre effectivement, plus encore que la sagaie avec propulseur, qui était une grosse innovation technique légèrement antérieure, qui permet, si vous avez vu la guerre du feu, vous avez vu une scène où ceux qui ont le propulseur gagnent sur ceux qui ne l'ont pas. Donc, vous avez là des innovations techniques. Alors, on connaît évidemment celles qui ont laissé des traces lithiques, des pointes de flèches, des pointes de lance. Hein. Mais en revanche, il y a eu certainement beaucoup d'innovations, y compris sociales. Il ne faut pas oublier que là, on a une explosion des grottes ornées, à partir de moins 50 000. On a une explosion des inhumations, sous différentes formes. Donc ça, c'est des faits de société dont on mesure mal les tenants, mais qui sont... et peu de chance qu'on sache beaucoup de choses, hein, mais on a quand même, puisqu'on a que les traces, que les objets. Mais malgré tout, on a quelque chose qui rend le néolithique compréhensible. Parce que vous avez vu la carte, c'est dans tout le monde, enfin, dans toute la partie chaude du monde, vous avez domestication de plantes ou d'animaux. D'animaux quand on peut, quand il y en a qui sont domesticables, parce que ça, c'est aussi une contrainte naturelle très forte, plus ou moins domesticable. Mais vous avez cette explosion qui ne s'est pas produite lors du précédent interglaciaire. C'était vers moins 130 000, quand on est passé de la glaciation dite Rhys à la glaciation dite Würm, la dernière. Donc, à ce moment-là, c'était les mêmes sapiens. C'était le même type de changement climatique. Ben, il n'y a pas eu de domestication. Alors, vous avez deux solutions. Soit le sapiens n'était pas tout à fait le même, c'est l'hypothèse Harari, hein, si vous avez lu Sapiens, avec la main là dessus. Bon, très mauvais livre, mais enfin, il est très simple à lire, donc ça explique son grand succès. Donc, vous avez l'idée qu'il y a eu un changement biologique. C'est la question inné-acquis, hein. C'est toujours le plus simple. Donc l'homme a changé biologiquement, il y a eu des mutations, alors bon, il est devenu plus social. Voilà. Et puis, l'autre solution, c'est qu'il y a un processus historique, l'un n'empêchant pas l'autre, puisque les changements biologiques peuvent être en partie d'origine sociale. Donc, vous avez des transformations internes à la société qui induisent peut-être des transformations biologiques des humains, qui font qu'à partir de moins 60 000, il y a des choses qui évoluent profondément. Le processus historique, j'ose plus dire s'accélère, ça serait presque un terme évolutionniste, progrès, etc. Plus tellement dans la manière de s'exprimer aujourd'hui, mais d'avoir des changements dont on commence à vaguement percevoir un certain nombre de choses. Voilà. Alors, c'est à ce moment-là
que des chasseurs, des animaux chasseurs assez proches dans leur technique, c'est-à-dire des coureurs. Les humains sont d'abord des coureurs de fond. Hein. On peut épuiser le gibier. Nous sommes des marathoniens, naturellement. Des gens de la savane, qui courent dans la savane. Donc on n'est pas très rapide, hein, mais on court longtemps. Enfin, quand on peut. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Donc, mais ils étaient nettement plus minces. Hein. Les humains sont des chasseurs en meute. Les loups aussi. Et loups et humains, maintenant, on dit souvent qu'ils se sont auto-domestiqués. C'est-à-dire que les loups ont compris qu'ils pouvaient beaucoup aider les humains parce qu'ils courent plus vite, ils savent très bien cerner, et ils s'appellent, hein, c'est un langage, hein, les hurlements de loups, et que les humains ont compris que ces loups pouvaient les aider. Donc, il s'est produit ce qui se produit souvent parmi les animaux. Par exemple, il arrive que des loups coopèrent avec des corbeaux. Les corbeaux indiquent les proies, et les loups chassent, mais laissent une partie des proies aux corbeaux. C'est une pratique, il y en a d'autres, hein, des exemples de ce type-là. Bon, c'est la même chose. Des humains ont très probablement chassé avec des loups. Et les loups ne sont pas bons au combat final, parce que si vous prenez des loups face à un mammouth, les loups vont se faire écraser, encorner, enfin bon, ils ne peuvent pas faire grand-chose, ils peuvent le mordre, enfin de là, ils peuvent sauter sur un cheval, enfin bon, c'est pas facile, hein, un étalon. Mais enfin, ils peuvent se battre, mais avec un mammouth, ils ne pouvaient pas, c'est sûr. Un auroch, c'était peu gagné. En revanche, les humains, eux, parce qu'ils ont la distance. Ils ont la flèche, ils ont la lance, enfin la saké, ils ont même avec une lance, c'est-à-dire le fait de mettre la pointe très loin au bout d'un bâton, ils peuvent maîtriser la distance et ils s'achèvent la proie. Donc la coopération est parfaite, à condition bien sûr que les hommes laissent une partie des proies au loup. Et puis quand un petit louveteau s'avère coopératif, petit à petit il est devenu un chien. Donc les loups, ont bien domestiqué l'humain pour en faire un serviteur. Et je suppose qu'il y en a plusieurs parmi vous qui vont bientôt aller nourrir, promener celui qui vous a domestiqué. Voilà. Bon, j'ai été domestiqué par des chats. Moi, donc je vais dire. C'est plus une histoire plus récente. Les chats. Bien. Chats et chiens, on peut peut-être terminer, parce que j'ai peur qu'ensuite... Oui, je propose qu'on arrête en effet sur les chiens.